I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Charles, c'est mon premier podcast après avoir vu le dentiste. Ouais. C'est pour ça que je parle mal aujourd'hui. Je parle mal d'habitude. D'habitude, t'as pas d'accent, c'est ça? C'est ça, l'accent, c'est juste à cause de ça. Ils m'ont enlevé une dent. Mais bienvenue au podcast, puis re-bienvenue à Montréal. Ouais. Après tes grandes vacances, t'étais en Mexique pour combien de temps? 52 jours au total. C'est beaucoup. C'est beaucoup. T'sais, d'habitude, j'ai été une fois dans le resort dans ma vie, puis une semaine, j'étais comme, c'est way too much. Là, genre 5 jours, j'étais comme, c'est ben en masse. Mais là, c'était 52 jours. Puis tu sens comment maintenant? Est-ce que ça te manque? Dude, j'ai de la misère à pogner le beat. Parce que là-bas, pendant quasiment 2 mois, j'ai pas fait de lavage, j'ai pas fait de ménage, je me suis pas fait à manger. Là, je suis comme, tout prend du temps, tout, il faut ramasser sa vaisselle après. Je suis comme, T'as besoin d'un secrétaire, ouais. j'ai besoin d'une femme de ménage, d'un cook, puis de. Ouais, j'ai besoin d'un entourage, là, juste pour survivre. Mais toi, t'étais toujours dans le resort. Ouais, à cause du COVID, ils voulaient pas la production voulait pas qu'on aille ailleurs que dans le resort. On avait le droit d'aller à l'équivalent du Walmart mexicain, qui est la Comer. Puis c'est la seule place qu'on avait le droit d'aller. Puis c'était comme une activité. Là, on était heureux d'aller là. Puis on achetait. C'est grand? C'est énorme. C'est plus gros qu'un Walmart. Là. C'est énorme. C'est le mix entre un Costco et un Walmart. Là. Puis ils laissent sortir pour ça, ouais. Mais pas pour d'autres raisons. Ouais, ils voulaient pas qu'on aille dans les bars, ils voulaient pas qu'on aille dans les restaurants. Puis comme c'est un magasin à très grande surface, t'es pas proche du monde. C'est quand même assez safe au niveau du COVID. Puis là-bas, t'as-tu fait du stand-up ou c'était juste pour le show que t'étais là? C'était juste pour le show. J'ai regardé s'il y a des comedy clubs, même pour aller voir des... La dernière semaine, ils nous laissaient aller dans les restaurants et les bars, mais il y a pas de comedy scene du tout là-bas. Là. Les Mexicains n'ont pas ça ou juste là-bas, ils n'ont pas ça? Mais j'ai l'impression qu'on était à Los Cabos, puis c'est comme une espèce d'endroit où ce que le monde va en vacances. Ça, les locaux travaillent dans l'industrie de l'hôtel, dans l'hôtellerie, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de culture locale au niveau de la scène musicale ou du stand-up, tandis qu'il doit y en avoir à Mexico ou dans d'autres grandes villes, que le monde reste là-bas. Là. Puis même la culture stand-up, maintenant ici au Québec, on a vraiment une culture on a adopté beaucoup de choses que les Américains font, puis ça a évolué, puis ça a changé. Mais c'est pas partout. Au Québec, on a ça. À Toronto, il y en a ça. Mais il y a plein de villes, même au Canada, ils n'ont pas une culture d'humour. Pour eux, c'est bizarre. Même les open mics sont vus comme des choses pas sérieuses. L'humour, c'est pas pour nous. C'est bizarre que pour nous, c'est normal. C'est notre vie naturelle. Puis il y a d'autres places ici que la culture n'a pas percé encore. Mais même moi, je dément ça souvent qu'on dit qu'à Montréal, on a une culture du stand-up. Je suis pas tant d'accord, dans le sens que... Ouais, là, Dis-moi. OK, là, ma théorie, c'est qu'au Québec, on n'aime pas l'humour, on aime les humoristes. T'as pas tort, parce qu'on aime les humoristes. On adore les humoristes. Il y a beaucoup d'humoristes, mais, tu sais, même dans comment qu'on fait le stand-up, j'ai l'impression qu'on est encore dans expliquer au public qu'est-ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait une histoire, il faut que tu mettes des personnages. C'est juste faire des bits avec, tu sais, comme... Setup, prémisse, punch. Je te parle pas juste faire du one-liner, même juste faire des bits de 2-3 minutes sur un sujet. Le monde aime ça quand que tu parles de ta famille, quand tu sais, comme que tu les incorpores dans l'histoire. Il y a comme. Tu sais, puis Montréal, c'est la capitale francophone de l'humour. Puis le Bordel, c'est le premier comedy club. Puis il y a quoi? Le Bordel va avoir 7 ans au mois d'avril. Tu sais, c'est un enfant. C'est un enfant, là, dans l'univers de la blague, là. Mais toi, tu as déjà fait de l'humour en France? Ouais. La différence que tu sens dans l'industrie de l'humour en France puis ici, c'est-tu énorme? Je pense que c'est énorme. J'ai l'impression que la France va plus vite, mais a commencé en retard sur nous autres. J'ai l'impression que, tu sais, mettons, nous autres, l'équivalent de connaître l'humour de la relève, c'était en route, v'là, 15 ans déjà? Ouais. Puis là, eux, c'était le Jamel, v'là 8 ans ou 10 ans. Mais maintenant, ils vont plus vite. Ils évoluent plus vite. Je pense que dans la dernière année, il y a 4 comedy clubs qui ont ouvert à Paris. Oh shit, OK. Fait que tu sais, ça va vite. Puis avant, il y avait une très. Tu sais, comme la France est en retard, là, c'était le 4e mur, puis c'était les pièces de théâtre comique plus que du stand-up. Mais il y a beaucoup. Il y a des écoles de stand-up qui ouvrent à Paris en ce moment. Là. Oh, ça, je savais pas. Ouais. Des écoles. Ouais. Puis ils font quoi? Ça, je sais pas. J'ai vu des annonces, j'ai vu du monde qui disait je fais tel cours. Mais ça avance. Mais tu sais, il y a plus de population, il y a plus de demandes. Fait que j'imagine que ça l'aide aussi à ce que la vitesse soit exponentielle. Là. Ça, c'est intéressant. Je savais pas qu'ils ont adopté l'humour comme ça. Comme à ce niveau-là que... déjà, l'École nationale de l'humour ici, pour moi, c'était quelque chose... Mais c'est pas au même niveau. C'est un concept bizarre. C'est un peu comme les improv class qui a un peu... OK, je ouais. pense que c'est encore plus... c'est pas une école subventionnée par le gouvernement. Mais quand même, c'est une évolution d'avoir ça. Juste d'avoir ça pour une industrie là-bas qui est quand même jeune,
notre style de stand-up, le stand-up américain, c'est quand même impressionnant d'avoir des cours. Ouais, puis partout dans le monde, ils comprennent pas qu'on a une école qui dure 2 ans. Mais tu sais, juste là, il y a quelque chose qui a été implanté à Paris qui est tout nouveau. Tu sais, c'est qui Farid, l'humoriste français? Oh, je viens de le connaître, ça fait un mois, ouais. C'est ça, il est à Montréal pour. Il vient chaque année pour. Il voit ça comme une école, voir ce que les autres font, s'améliorer. Puis lui, il a ouvert son comedy club. Puis je pense que c'est le premier comedy club. Oh, il y a un comedy club? Ouais, il était Oh, écœurant. fuck, je savais pas. Il est magique, il est vraiment beau, un 110 places. Puis même, on parlait, j'ai envoyé des plans du bordel, puis tu sais, je donnais les bons coups, les mauvais coups qu'on a fait. Puis c'est le premier comedy club que le monde passe pas le chapeau. Que les spectacles sont pas gratuits, que les artistes sont payés. Quand tu joues au Paname, le spectacle est gratuit, mais tu passes le chapeau à la fin, puis on split le chapeau entre les humoristes. Je savais pas ça. Ouais. Oh shit, Fait que ça, en anglais, ils ont des shows comme ça, mais c'est vraiment des shows uniques, open mic qui font ça. Je savais pas que le système était toujours comme ça. Le système est toujours comme ça parce qu'en France, c'est quand même touché. Tu sais, comme mettons, nous, on a l'équivalent de l'UDA, que tu as un minimum pour être payé, puis l'humour est une zone grise. Dans le sens que faire des shows à 25, 50 $, 100 c'est toléré, même si le minimum DA, je pense que c'est 180. Ouais. Mais en France, c'est plus compliqué. Fait que c'était plus dur de donner des cachets sans que ça soit ton spectacle complet parce que tu as un statut de l'artiste en France, que tu as des vacances après un certain nombre de spectacles. Fait que tu sais, l'idée d'être 5 humoristes puis de splitter la porte avec un salaire fixe, ça n'existait pas encore, là. Puis toi, est-ce que ça te manque un peu ça? Moi, des fois, je pense à des moments comme ça où c'était juste moi, mes amis humoristes, on était 3, puis 3-4, puis on splittait la porte, puis on essayait. Ça me manque. Je ne veux pas le refaire. Je préfère qu'est-ce que je fais maintenant, mais ça manque un peu parce que je pense que ça, à cause de tout ça, que hey, peut-être on peut splitter 50 $ entre nous, fucking 20 pièces ou whatever, ça a changé ma perception du travail. Puis, j'apprécie plus en plus qu'est-ce que je fais maintenant à cause que j'ai vécu tout ça. Alors, je pense que c'est important d'avoir ça dans ta carrière humoristique, de ne pas avoir juste le niveau de bordel. Oui. Mais le niveau de bordel, en même temps, quand tu penses à ça, les jeunes qui sortent de l'école, c'est une minorité qui vont jouer en sortant, puis ils vont jouer une fois par mois, 2 mois, 3 mois, ou même... Il y a des humoristes qui ont fait des galas juste pour rire, qui aimeraient ça jouer au bordel, puis jouer au bordel 4 fois par année. Oh shit. Fait que même la réalité du bordel, c'est un petit bonus dans ton mois ou dans ta saison, là. Ouais, pour moi, c'est une bonus chaque fois que je suis là. Pour moi, j'adore ça. C'est tellement le fun. Je sais que je prêche pour ma paroisse, mais j'adore jouer là-bas. Là. Mais tu sais, on doit dire la vérité, c'est pas juste parce qu'on dit « Oh, c'est fun de jouer là-bas à cause du public ». C'est pas juste le public. Tu sais pourquoi c'est fun? Les gens que tu vas faire tes niaiseries avec après le show puis avant le show dans le green room, c'est vraiment ça pour moi. Tu sais, c'est chiller avec toi, Mike est là. Tu sais, n'importe qui est là, on peut rire. Ouais, you know? c'est le avant, c'est l'après, les shows, c'est tu vas là puis t'es au courant des potins de qu'est-ce qui s'est passé hier, de qui s'est planté, qui a scoré fort, qui a un numéro incroyable. Il y a comme ça devient un peu de lieu de rassemblement du culte de l'humour. Là. C'est ça. Puis des fois, il y a plein de comme choses que je savais même pas. Il y a des sujets comme hey, t'as entendu qu'est-ce que lui a fait? Je savais même pas. Si j'étais pas bordel, j'aurais pas reçu les nouvelles. Je reçois pas les emails de tout le monde, alors je sais pas. Alors, pour moi, c'est intéressant. Je vais là-bas, puis j'entends toutes les histoires de tout le monde. Puis, mais le public aussi, c'est quelque chose d'autre là-bas. Mais non, c'est pour ça que c'est important de l'avoir. 3 shows par soir, des fois, c'est tellement le fun. Là. Ah bah ouais, mais c'est cool de savoir ça. Je savais pas que Farid avait... Oh shit, OK. Alors ça, c'est bon qu'il ouvre... Il y a des gens qui ouvrent des clubs en Paris. Ça, c'est bon pour l'humour. Ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment bon. Puis sais-tu souvent que tu vas en Paris pour jouer, toi? J'essaie d'y aller 1 fois par année, mais avec le COVID, fait 2 ans et demi, j'y ai pas été 3 ans. Là. OK. Mais pour le plaisir, juste pour voir comment que le monde travaille. Il y a des sujets qui sont super tabous ici, qui ne sont pas là-bas, mais des sujets qui sont super tabous là-bas, qui ne le sont pas ici. La religion, c'est super tabou. Ici ou là-bas? Là-bas. Parce qu'ici, on dit n'importe quoi. Oui, ici, ça passe. Comme c'est un sujet que ça fait longtemps que la religion est plus tant là-bas, Ouais. c'est très présent. Le fait qu'il y a beaucoup de communautés musulmanes, encore catholiques, c'est encore dans la tension. Fait que Mais c'est-tu juste certaines religions, quand tu ne veux pas parler contre les musulmans ou la n'importe religion quoi? en général. Il veut pas que tu parles Mais de on ça. dirait que le monde embarque moins. Puis vu que je suis pas là souvent longtemps, tu sais, j'ai pas le temps vraiment de OK, ça serait quoi la manière que je puisse y arriver pour en parler. Je veux pas me planter non plus par le vu que je suis là-bas pour un mois, mettons. Ouais. Fait que, mais j'aimerais ça y aller un 6 mois un jour pour essayer d'aller jouer dans ces tabous-là puis voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Ça, c'est intéressant. J'ai jamais pensé à ça. Mais tu as totalement raison. Ouais, parce qu'on a plein de sujets ici. Je pense qu'on a évolué puis on a dépassé les tabous de la sexualité, Ouais. la religion ici. Mais même aux États-Unis ou même au Canada, tu peux aller dans des places, dans des villes
où les sujets qu'on aborde ici, on peut pas aborder aussi facilement en anglais, je trouve. On est assez avancé, puis je pense que ça avance notre humour. Parce que moins de barrières, plus d'opportunités de tester des choses, puis d'aller à des places où tu n'es pas habitué d'en aller. Puis c'est ça, je pense, qui évolue l'humour. Totalement. C'est pour ça qu'on est quand même au top du game de l'humour francophone au monde. Puis on va rester. Mais en même temps, il y a des affaires qui se disent en France qui se disent pas ici. Dis-moi, exemple. En fait, c'est toute vérité, là, on va se le dire, les Français sont plus machos que nous autres, puis sont plus... Ils sont plus machos que les Québécois. Ils sont plus machos. Des fois, il y a des bits que moi, j'entends que je suis comme... Non seulement ça passerait pas au Québec, moi, je suis pas sûr que tu as le droit de dire ça. Je pense pas que c'est une bonne chose que tu dises ça. Ah ouais? Tu vois, moi, j'ai une perception différente des Français de la France. Moi, j'ai vu beaucoup de misogynie sur scène, là. OK, c'est ça que tu veux dire. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est accepté, c'est comme toléré, puis... Moi, j'accepte pas la misogynie sur la scène parce que tu peux faire des jokes comme ça puis les femmes vont pas le comprendre, alors tu perds la moitié du... Non, ouais, tu penses, c'est ça, il peut faire des jokes misogynes, mais nous aussi, on peut le faire. En fait, je pense qu'on peut faire des jokes sur tout. Ça, pour moi... Non, pas qu'on a le droit, mais je veux dire, ça se fait ici. Ça se fait, mais ça rit pas autant. Parce que du monde sont comme, non, ça, c'est pas drôle. Non, ça, c'était des pensées des années 60. Ça, c'est... Fait que, tu sais, ça rit moins. Puis là, tu vois ça... Chérie, je peux-tu rire? C'est ça? Genre, c'est que... Ouais, peut-être t'as raison. Hein? Ça, c'est quelque chose que je veux investiguer un peu. Ça m'intéresse ça m'intéresse vraiment de... C'est super intéressant. Tu vois ça là-bas, puis tu comprends des affaires sur ta société en voyant ce qui est permis ou ce qui est outrageant ailleurs. Fait que tu comprends que finalement, nous autres, la religion, on s'est passé. On peut en parler encore, mais on est vraiment... c'est éloigné de ça, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais là-bas, c'est encore un sujet touché. Puis l'affaire la plus fucked up en France, c'est que là, j'ai l'impression que là, la comparaison est boiteuse, là, mais ici, c'est un art de blanc, là, on va se le dire, le stand-up, là, parce que 95% des humoristes, c'est des blancs ou des blanches. Là-bas, c'est le contraire. C'est beaucoup du monde de la communauté ethnique. Fait que moi, il y a des choses que je suis le seul blanc à Paris. Il y a des comédies. Le Paname, il n'y a pas beaucoup de blancs sur les pacings. Est-ce que ça change quelque chose en termes de l'humour? Est-ce que tu vois que d'autres ethnicités ont un style différent? Ou tu vois-tu une différence? Je vois une différence dans le sens que je trouve que c'est plus street. OK. Il y a quelque chose parce que aussi, là-bas, il faut le dire, c'est ceux qui ont amené le stand-up classique, c'est Jamel Debbouze, Gad Elmaleh. Fait que c'était... Oui, on volait les jokes des Noirs américains. Ils ont volé les jokes des Noirs américains, là... Puis, là, tu sais, comme le fait que de plus en plus de Français parlent mieux anglais puis consomment du Netflix, il y a beaucoup moins de vols de jokes qu'avant. Là. Ce que j'ai entendu, c'est vraiment plus clean là-bas. Ouais, parce que maintenant, tu vas savoir. T'es un Français, tu vas voir quelqu'un au show puis t'es comme, hey, fuck, ça c'est le joke de, je sais pas qui, de Bill Burr. Ouais, puis il y a du monde il y a eu de la chicane de comme, hey, non, lui, je le veux plus sur mes shows parce que, tu sais, il y a eu de la chicane là-bas. Fait que là, tu sais, je pense que ça s'est placé beaucoup. Mais tu sais quoi, il y avait besoin de ça. Oui, il y avait besoin de ça. Mais même ici, il y a plein de rumeurs que des numéros de Pierre Légaré qu'il a volé aux États-Unis puis qu'on n'en parle pas parce que, ben, là, mes hommages, là, mes sympathies à la famille, mais il est décédé. Mais tu sais, il y en a des humoristes québécois qui ont volé du stock aux États-Unis il y a longtemps. Là. De qu'est-ce que je comprends au début, ici puis en France, c'est juste que nous, on avait commencé un peu d'avance ici au Québec, mais le stand-up, ça se voyait pas comme ça se voit maintenant. C'était comme, c'est une joke. C'est pas que lui a écrit alors ça appartient à lui. C'est une joke, alors moi, je peux le répéter à mon public, à moi. Ouais, comme c'était tu peux faire bizarre. des covers d'albums de... C'était comme un cover. C'était vraiment comme ça. Alors, moi, bien sûr, j'aime pas ça maintenant, mais moi, j'ai grandi dans cette culture-là où c'est pas accepté. Mais peut-être avant, c'était pas vu comme de la vol. C'était comme tu as dit, comme un cover. Mm-hmm. C'était vraiment ça. Alors, des fois, tu dois penser à ça aussi. Mais en France, avec le gars Jamel Comedy Club, Gad Elmaleh, ça, je sais que c'est de la vol. C'était vraiment ça, je sais que c'est straight up de la vol. Puis, il savait c'était qui a fait les blagues en premier. Il savait que c'était pas leur blague. Gad Elmaleh a même dit à Jerry Seinfeld, hey, j'avais volé plein de jokes. Ouais. Tu veux-tu que je te paye ou whatever? Alors, ça, je respecte pas. Mais avant, je te comprends, comme les vieux, peut-être c'était différent. Mais est-ce que Gad Elmaleh était un vieux quand il a commencé à faire ça? Mais non, moi, quand je dis vieux, moi, je veux dire... stand-up, c'était le... Ouais, mais c'était quand? Dans les années 90, 2000? Mm-hmm. Moi, quand je parle des vieux, comme je parle ici, comme les années 70, ça, c'est vieux. Pas... Ça fait 10 ans, 15 ans. Là. Ça, quand je te dis que nous autres, on a commencé avant eux autres, ça commençait, là. Gad, c'était le premier à faire...
Alors peut-être ils savaient pas c'était quoi Peut-être qu'ils le... savaient pas, mais là, il y a des rumeurs que Gad, encore dans les dernières années, a encore volé du stock. Là. Il a volé ça. Moi, je connais quelqu'un où il faisait des shows avec Gad. Tu le connais aussi, mais on va s'en parler après. Ah, je moi, pense que les deux aussi de... Ouais, puis je veux parler de ça, mais c'est juste à cause de lui. C'est un grand pussy, puis il veut pas parler de ça. Mais il s'est fait voler Mhm. de Gad. Fait que tu sais, Gad, quand il a commencé, c'était... On lui donne le bénéfice du doute, mais là, ça n'a plus rapport. Là. Ouais, Ça là, n'a c'est- aucun rapport. Ça, je respecte pas. Puis quand je vois des gens comme toi, moi, tu sais, des gens qui travaillent fort pour leur art, puis, tu sais, on respecte ça. C'est beaucoup. Le monde, ils savent pas ça des fois parce que ça a l'air facile. Quand ils nous voient faire nos jokes on a pratiqué, on a écrit, ça fait longtemps qu'on fait du rodage, ça a l'air vraiment facile. Et je comprends. Quand je vois ça des va plus vidéos... loin que le processus d'écriture, c'est... J'ai vécu des shit qui font que c'est rendu que je réfléchis de même ou que j'ai une position de gauche ou de droite par rapport à ça. Fait que ça a modifié mon angle de pensée sur un sujet. Ouais. Puis là, c'est une partie de moi que je mets là-dedans. Puis là, quelqu'un punk ça, puis il fait ça. Je suis comme, tu me voles mon identité. C'est fâchant, là. C'est ça que moi je dis aussi parce que la majorité des histoires que j'ai, c'est à propos de ma vie. Alors, ils sont vraiment personnels. Alors, je dis, si tu voles mes jokes, c'est des affaires que moi j'ai vécues. Alors là, je vais le prendre personnellement. Tu sais, c'est plus qu'une petite gimmick, tu vois. Mhm. C'est des grands affaires. Mais non, je vais pas oublier. Au Mexique, Ouais. toi maintenant, c'était quoi ta job quand tu étais là? Ma C'était job- quoi tes journées? C'était vraiment relax. C'est juste, le seul défaut, c'est que le moment que le tournage et la diffusion était tellement court que aussitôt qu'il finissait de tourner, il envoyait ça en montage. Puis nous autres, on attendait après le montage. Puis moi puis Mehdi Boussaïdan, on écrivait des blagues un peu comme un souper presque parfait. On fait des jokes sur qu'est-ce qui se passe. Fait que dès qu'il finissait le montage, on écrivait des jokes, on écoutait 3-4 fois l'épisode, on allait enregistrer, il envoyait ça à TVA. TVA disait ça, vous avez pas le droit de dire ça, ça, vous avez pas le droit de dire ça, ça, vous avez pas le droit de dire ça. On recommençait, mettons, une joke sur 8, mettons, gros maximum. C'était pas si pire. Puis après ça, on recommençait le lendemain. C'était juste vous deux? Ouais. Puis le job, c'était que vous les deux... Moi, je le connais pas. J'ai jamais rencontré ton ami Ouais, Mehdi. Mehdi. C'est jamais arrivé. Mais toi et lui, c'était les deux humoristes. Vous prenez le show, puis vous faisiez des blagues à propos de ça. Ouais. Puis c'était ça le job. C'est entre That's vous it. deux. Puis vous se connaissez avant. Ouais, on se Alors, connaît. c'était-tu Lui est en facile? deuxième année quand que je suis en première année à l'école de l'humour. Fait qu'on se connaît depuis 8 ans. Là. Alors, c'est facile de travailler ensemble. Puis il m'a dit c'est un super bon puncher. Puis c'est un bon puncher, mais aussi c'est un bon interprète. Tu sais, moi, mettons, je pense qu'en 8 ans de stand-up, j'ai 3 jokes que des auteurs m'ont donné dans mon stock parce que je suis pas le fun à travailler avec des auteurs. Lui, si la joke est drôle, il apprend. Puis tu sais, il est le fun à travailler avec, tu sais, de auteur à interprète aussi. Là. Puis comment est-ce que tu trouves ça? Parce que moi, c'est nouveau pour moi de voir ça. C'est vraiment sur la scène québécoise, francophone, que je trouve ça. Les auteurs qui aident les humoristes à écrire des blagues et tout ça. Tu trouves ça plus facile pour toi d'avoir quelqu'un, même, on va dire, quelqu'un que tu travailles avec, que tu connais, que tu es confortable avec. C'est un scénario parfait. Tu trouves ça plus facile, plus efficace ou d'être toute seule puis tu veux pas l'influence des autres? Tu parles, mettons, travailler juste pour moi ou travailler pour quelqu'un d'autre? Pour toi. Tu travailles pour toi, Ok. puis tu essayes de faire une nouvelle heure, on va dire. Puis, es-tu confortable d'avoir des auteurs ou un auteur avec toi ou est-ce que ça change toute ta pensée? Moi, quand quelqu'un, un auteur embarque dans mon processus, ça fuck mes affaires. On dirait aussi. que je suis comme non, c'est pas ça que je veux dire. Puis comme ça me fait même douter de mon stock. Fait que je travaille pas avec des auteurs. Puis, mais j'ai une facilité à le faire pour d'autres mondes. Comme là, en ce moment, je travaille avec Mathieu Pepper. OK. J'écris ses chroniques radio. Puis des fois, je suis comme, c'est des bons bits de stand-up. Puis je suis comme, ça m'a pris 12 minutes à écrire. Comment ça se fait que moi, ça prend 3 heures d'écrire 4 minutes? Tu sais, comme, je comprends pas. On dirait que. T'es pas le seul. Hein? je me C'est toujours connais- plus facile d'aider quelqu'un d'autre Ouais. que d'aider toi-même. On dirait que je me connais tellement que je suis comme. Tandis que lui, j'envoie genre. Tu sais, tout à l'heure, je faisais changer mes pneus d'hiver. Puis là, il me disait, hey, je suis en merde avec cette chronique-là, peux-tu m'aider? Pendant le rendez-vous des pneus, je suis dans la salle d'attente, puis j'ai écrit une chronique radio qui passe dans 20 minutes. Là. Ben, ça, c'est Puis exceptionnel. c'est comme, pourquoi? Puis là, moi, j'ai un show à soir, puis je sais que je serais pas capable de m'écrire un nouveau 4 minutes, puis ça me fâche. On est tous comme ça. Ça me fâche quand même. Mais t'es comme moi aussi, je sais pas pourquoi, si tu me dis... Parce que pour moi, c'était quelque chose extraterrestre. Tu me dis, t'as une hauteur pour le stand-up. Pendant toute ma pensée, toute mon logique, puis toute ma carrière en stand-up en anglais, non, c'est quelque chose que tu dois faire toute seule. Alors, je me suis habitué. Puis les seules fois où je travaille avec d'autres auteurs, c'est vraiment pour des shows. Tu sais, on travaille ensemble pour un but. Mais pour un stand-up, jamais. Pour moi, c'est quelque chose de... Peut-être que je le ferai en nouveau. fin de processus, comme tout le monde. Venez écouter mon heure. Si vous avez des idées de surenchère,
si vous avez des jokes à rajouter, mais dans le début de processus, dans le milieu, parce que des colis, ça me fâche. Mais les humoristes québécois sont vraiment bons à rendre des punchs parce que moi, 2 de mes jokes, j'ai eu des bons punchs que j'utilise maintenant, comme ça marche très bien. Un de Alphée Gagné, puis l'autre de Paris. Perizzolo, Martin. J'adore Paris. Ouais, Perizzolo. Les deux, c'était la même soirée. Un m'a dit une chose, puis l'autre une autre. Puis je dis, oh fuck, ça c'est des bons callbacks. Ça marche. Puis je commençais à les utiliser, puis ça marche bien. Ils sont très bons à voir une blague, puis voir où est-ce qu'ils peuvent puncher. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne discute pas beaucoup. Mais je sais pas si ça s'apprend ou c'est naturel, mais je vois ça beaucoup ici avec les humoristes québécois. En français, que je le vois pas en anglais. Comme en anglais, je sais pas si c'est la culture, mais quand ils te voient, moi je suis un humoriste, je te vois sur la scène, c'est comme si je peux pas penser à qu'est-ce que tu fais. À rentrer dans tes pensées, puis t'aider, puis dire comme « Oh, je vois où ce qu'il veut aller, ça va marcher. » C'est comme s'ils ont un mur devant eux. C'est juste moi, je peux juste penser à moi, je peux pas penser à ça. Mais en français, je vois qu'il y a des gens qui peuvent penser pour toi. C'est comme « Oh, tu sais, qu'est-ce qui... Ton style, ça peut aller avec ton style. » Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Est-ce que tu penses que c'est à cause que... puis là, c'est vraiment une théorie que je peux pas prouver. Mais moi, je suis allé jouer une fois à New York. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression à New York que j'étais pas aimé tant que j'ai pas prouvé que j'étais drôle. Il y a une espèce de... Ça joue du coude, c'est dur d'avoir des spots, faut que tu défendes ta place. Tu vas pas écouter l'autre pour peut-être y donner des blagues. Si La culture est plus froide. Est plus froide. Fait que nous autres, que c'est une culture peut-être plus chaleureuse, dès qu'on commence entre amis, on se donne des blagues. Fait que dès le début de ton processus de devenir humoriste, t'es déjà dans cet esprit-là de donner des blagues à tes amis. Puis, mais moi, une de mes manières de rentrer dans le milieu des bars, c'est que j'allais écouter des shows d'humour, puis j'envoyais des jokes aux humoristes après, comme « Hey, je t'ai vu hier soir au Brouhaha, comme t'as-tu pensé à ce joke-là? Ça fitterait, tu sais. » Pour me faire connaître un peu. C'est de même que... Mais ça, j'aime ça. Mais t'as raison. C'est une théorie qui... Moi, j'avais dit au monde, si je peux décrire la différence entre... Parce que maintenant, je l'ai fait dans les 2 langues à chaque semaine. Le grand différence, c'est en français, tu rentres, puis son public est comme « Hey, on est avec toi, on veut rire ensemble. » T'es une humoriste. En anglais, c'est les bras croisés. OK, fais-moi rire. T'as besoin de prouver quelque chose en premier. Après, peut-être on peut devenir ami, public, tu sais, on peut être confortable avec toi. Alors ça, c'est quelque chose que tu penses pas. C'est psychologique, c'est vraiment subtil, mais c'est là, c'est dans l'air quand tu performes. Ouais. Puis c'est intéressant de le voir. Puis toi, ta perception, c'est vrai, c'est ça. Mais c'est juste un aspect culturel. C'est pas fait par exprès. Je l'avais pas vu avec le public, par contre. Mais là, plus que t'en parles, plus que... J'ai l'impression que chaque fois que je vois des shows en anglais, le monde effectivement ont les bras croisés. Je suis pas là pour être ton ami, je suis là parce que je suis ton client. Ouais. J'ai payé X, fais-moi rire. Mais je pense qu'il y a quelque chose de positif là-dedans sur... J'ai l'impression que le monde au Québec, le public, veut être ton ami, veut être ton beau-frère, puis t'as pas le choix d'être gentil avec eux. Tandis qu'en anglais, tu peux être méchant si t'es drôle. Ouais, si mais pour moi, c'était ça. T'as le droit de faire ce que tu veux. Au Québec, il faut que tu sois... chaleureux avec eux aussi. Faut que tu sois chaleureux. Moi, j'ai pas ça. Moi, j'essaie d'être chaleureux parce que j'aime ça rire puis être content avec les gens, mais à cause de... C'est mon expérience en anglais, c'était comme ça que je suis devenu humoriste. Je prends chaque set vraiment sérieux. Alors, quand moi, je sens que j'ai planté, je peux pas vivre. Oh shit, je dois faire une autre set. Ils ont payé, puis c'était pas allé bien. Même si pour eux, psychologiquement, c'est comme non, pour moi, c'était bon. Si moi, je pense pas, ton meilleur. J'accepte pas ça en français à cause de toutes les années en anglais où une petite erreur, le monde va être fâché avec toi. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment comme le Corée du Nord. C'est comme ça qu'on a grandi en anglais. Mike a ça aussi. Mike est vraiment comme perceptif à ça. Si c'est pas parfait, même si moi, je l'aperçois pas, puis je vois, je dis, ah, fuck, c'est un bon set. Si lui avait quelque chose qu'il aimait pas, ça reste dans sa tête. Je sais pas pourquoi, parce qu'il fait ça de plus en plus en français qu'en anglais, mais il y a encore cette mentalité américaine. Mais tu sais, je pense que Mike, il vient des 2 milieux, mais on va se le dire, le stand-up, les rois restent encore les anglophones. Fait que tu regardes en haut les rois, puis t'es comme... Si je veux atteindre ce niveau-là, il faut que je me mette dans ce mindset-là. Mais je vais dire quelque chose que moi, j'aperçois maintenant, parce que ça fait quelques années que je fais ça en français. C'est pas tout le monde, mais il y en a plein d'humoristes québécois ici, francophones, que, la qualité arrive comme... J'ai vu des blagues de comme... on sait Mike déjà, même pour les Américains. Moi, j'ai déjà fait du stand-up à New York avec Mike, alors je sais comment les Américains l'aperçoivent. Lui, à leur niveau. Mais des gens en français, que j'ai vu Simon Gouache... il y a certaines... Oui, des gens que c'est vraiment smart.
Puis c'est vraiment bon. Puis c'est au même... Je ne sais pas s'ils savent, mais ou pourquoi ils ont vraiment augmenté la qualité comparée à d'autres humoristes avant eux. Mais la qualité commence à vraiment monter vite. La qualité monte vite, puis il y a aussi... Moi, quand j'étais à New York jouer, j'étais déçu parce que à New York, les meilleurs sont là, mais la merde aussi est là. Fait que je me suis vraiment trouvé comme... Chris, je suis pas si pire, mais c'est que... Et la merde, il y en a n'accepte beaucoup. pas qu'ils sont de la merde. C'est ça l'autre problème, c'est que c'est shit, puis ils sont fâchés envers toi, envers tout le monde. C'est ça l'aspect là avec la merde. Mais ouais, le monde oublie qu'il y a les rois, ouais, ils sont bons, mais il y a J'ai beaucoup vu de des merde. open micers que ça fait 8 ans qu'ils font ça. Puis je suis comme, man, il y en a pas de joke à ton bit. Il manque des ha-ha-ha, là. Mais en anglais, ça arrive ici beaucoup, aussi ça. Il y a des open micers qui sont des open micers pendant toute leur vie. Parce que à Montréal, il n'y a pas beaucoup de place. Tu vois? Alors, tu joues une fois par semaine si t'es chanceux, là. Puis si tu perces, tu perds. Si tu perces pas, t'as pas... Comme par exemple au bordel. Si t'es pas bon, tu peux jamais jouer pendant une fin de semaine au bordel. Ça va jamais arriver. Mais comme on a juste un club ici, tu peux être pas très bon, puis ça peut arriver que tu sors en anglais une fin de semaine ou une autre. Alors, ça te motive, puis tu continues, mais à cause que tu n'évolues pas, tu restes un open micer pendant 20 ans, 30 ans. Moi, j'en ai déjà vu des gens comme ça. Puis pour moi, ça me faisait peur tout le temps. J'avais peur de devenir eux. Parce que je pensais, c'est-tu moi? Dans quelques années, je suis-tu délusionnel comme je suis pas assez bon, puis je pense que je suis bon à cause que je suis meilleur que eux? En anglais, c'est vraiment... C'est un autre mindset. Puis moi, ça m'a fait capoter d'aller voir un show, mettons, au Comedy Works, il y a 6 ans, puis après ça, au Comedy Nest l'année passée, puis voir le même bit exactement, pas une nouvelle joke. Puis je suis comme... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Moi, je savais pas que j'étais bon, que je pouvais faire ça. Avant que j'étais aux États-Unis, j'étais au Ice House en Californie. C'était là que, je sais, j'avais pas d'amis. C'est un public vraiment, même pas neutre. Comme dès qu'il entend Montréal, et ce gars est Montréal, comme fuck le Canadien, right? Mais tout allait bien, puis j'ai devenu ami avec les humoristes. C'est là où je me suis dit, OK, peut-être je peux continuer. Tu sais, j'ai de la qualité en anglais, tu sais, pour le stand-up. Mais avant ça, moi ici, je me dis, fuck, d'être un des meilleurs ici, ça veut rien dire. Parce que surtout, même que les meilleurs s'en vont. Mais c'est ça qui arrive. Tous les bons s'en vont. Alors moi, je dis, shit, je ne veux pas devenir une open micer pendant toute ma vie. C'est vraiment... c'est compliqué ici en anglais. Ouais, c'est un autre monde. Puis moi, il y a quelque chose qui me fâche de... Tu sais, il y a tellement d'open mic en français en ce moment que... Il est comme en train de se bâtir une espèce de ligue de garage d'humour. Ouais. Du monde qui font de l'humour genre comme hobby, comme passe-temps, puis que c'est une raison pour... ils vont faire 5 minutes, prendre une bière avec leur chum après, puis ils s'en calissent de... s'améliorer. Puis moi, ça me fâche. Mais en même temps, il y a quelque chose de beau. C'est beau. Je te dis, c'est bon pour nous. C'est bon, c'est beau. Il y a quelque chose de démocratique, mais moi, je suis là. Genre, c'est mon 5e set de la soirée. 5e, mettons mon 3e show de la soirée. Je suis dans un open mic jusqu'à 12 personnes, puis je vérifie mes lignes, puis t'as lui qui commence, qui est avec sa bière, il fait juste sa vie. Ça me fâche, mais ça devrait pas me fâcher, mais ça me fâche, là. Dude, il y a tellement de monde qui veulent, puis toi, tu prends ça comme un hobby, puis c'est correct. C'est juste que... Tu sais, mettons, la différence au hockey, c'est que t'as le Centre Bell puis t'as la ligue de garage. Mais là, c'est que nous autres... On est proches. On est au même endroit. Ouais. Puis c'est comme... Dude, moi, genre, je m'en suis entraîné toute la semaine. Puis toi, tu t'en décolles ici. Puis tu fais ma affaire que voilà 6 mois. Ça m'est frustré. Puis ça devrait pas. Ça devrait pas. Mais je te comprends. Je sais que c'est bon pour nous, mais je te comprends aussi parce que ça m'a déjà arrivé des fois où je vais à une show qui est semi-pro juste pour pratiquer. Puis OK, je vais dire ça, je vais essayer de... Puis je vois des gens qui s'en foutent, même s'ils sont pas drôles. Puis je suis comme, fuck, je veux la confiance de ce fucking con-là. Je veux cette confiance-là parce que moi, je devrais avoir plus de confiance. Whatever, je peux aller, ça va être facile. Mais je peux jamais faire ça. Dès que quelqu'un paye pour un billet, dans ma tête, ça me stresse. Je suis comme, non, ils ont payé. Alors, je dois faire un bon show, je dois faire des choses extra, des choses peut-être... peut-être lui a vu ce bit-là. Alors, je devais faire quelque chose que j'ai jamais fait, nulle part, pour essayer. Alors, tu sais, tu penses trop, tu te stresses, puis finalement, t'es comme, fuck, je me stresse pour rien. Je pense pas que le monde, le public, ils sont vraiment conscients des choses que nous, on pense dans nos têtes qui nous stressent, aussi, à un niveau aussi haut que nous-mêmes, on est. C'est ça le problème. Puis nous, on pense vraiment qu'eux, ils voient les mêmes choses que nous. Ils voient pas quand on fait des erreurs. Ben, ils voient des fois si c'est vraiment... ouais, si la joke rentre pas, ou ouais, si t'as mangé tes mots. Mais des mots, des fois que je change des mots, puis c'est juste moi qui sais que j'ai changé des mots, puis ça me fâche.
C'est comme, fuck, ils savent pas. Ils Ferme savent ta pas. gueule puis continue Toi, tes tu sais blagues. que la prévisse c'est 1 seconde trop longue. Là, eux, Ça me fâche, ouais. Mais en même temps, ça me fâche. Puis je pense qu'il y a une des raisons que ça me fâche, les jeunes qui font ça plus comme de manière amateur puis qui veulent rester amateur, c'est que ça change le paysage des humoristiques dans le sens que moi, quand je suis sorti de l'école d'humour, on jouait en région, puis dès que tu sortais de Montréal, c'est minimum 15 minutes, minimum 125. Ouais. Maintenant, il y a tellement de jeunes qui veulent jouer que pour eux, c'est comme, ah, il y a un road trip, on s'en va à Québec, on n'est pas payé, on fait 6 minutes sur scène. Tu sais, je reviens à faire Ça, un c'est choix pas que- bon, ouais. C'est. Moi, à Québec, j'étais payé tarif headline, puis il y avait 8 personnes avant moi qui faisaient des 5 minutes pas payées, qui ont payé leur gaz pour se rendre. Puis je suis comme, c'est poche parce qu'il y en a des kids qui sortent de l'école de mots que le 125, s'ils en font un par semaine, ça paye leur loyer. Puis là, à cause qu'il y a du monde qui font ça de manière amateur, ça vole des rentrées d'argent à d'autres mondes. Tu sais. Tu rentres dans quelque chose de vraiment important. Je sais pas si tu sais ça, mais dans les années 90, ou même 88, je vais dire, même pas 90, au Los Angeles, en Los Angeles. La grève des stand-up. Ouais, tu connais l'histoire avec ça? Je savais l'histoire, mais il montre un peu qu'est-ce que ça avait de l'air dans I'm Dying Up There. Yeah, il montre un peu qu'est-ce qui... Alors ça, c'est important de discuter parce que là-bas, le Comedy Store était le grand club. Mhm. Mais il y avait aussi le Laugh Factory, l'Improv, il y avait des... Le Comedy Store payait pas pour des spots. Puis c'était tous les meilleurs humoristes. Alors, la madame qui avait le Comedy Store, elle disait non, moi, j'ai pas besoin de payer parce que pour vous, C'est une école, t'apprends, tu peux aller à fucking Carson, ça peut vraiment te donner une carrière. Mais l'improv et tout ça, les autres ont dit non, fuck ça, nous on va payer 20 pièces, 25 pièces par set. Ils ont fait la grève, puis c'est arrivé où il y avait certains humoristes qui ont allé au improv, puis ont allumé à feu, ils ont fucking... Ils ont brûlé le ils ont bar. brûlé le bar. C'était vraiment... Mais tout ça pour montrer que à la fin, ils ont décidé de payer tous les humoristes. Puis ça a changé plein de choses. C'est pas les 25 pièces qui ont changé la vie des humoristes, mais c'était juste le principe de dire au monde, écoute, dans ce bar-là, on a une soirée d'humour. Il n'y a pas de soirée d'humour sans les humoristes. Mhm. Toutes les bières, le vin, tout ce que tu vends, tu ne peux pas le vendre s'il n'y a pas une show. Mhm. Alors, c'est un employé. Tu dois le respecter puis le payer. À cause que c'est des blagues, ça ne veut pas dire que tu vas le respecter moins parce que c'est quand même le show. Mhm. Ça, c'était vraiment important pour les Américains de voir ça dans d'autres villes. Puis on commençait à dire, oh shit, ouais, peut-être il y a quelque chose là, on doit payer quelque chose. Alors, c'est drôle que tu dis ça maintenant parce que c'est une manière de regresser si on s'habitue à ne pas payer. Parce que moi, j'avais fait une show, je ne devrais pas dire ça, mais à Ottawa, j'ai fait une headline au Yucks. Ouais. Puis un des gars, c'était un enfant, il était jeune, comme 20 ans, de Chicago. Il est venu là-bas pour faire mon middle. C'est la première fois où je le connais. Puis moi, je lui demandais, c'est bon, tu sais, t'es venu le faire. Il te paye combien? Il dit, il me paye pas. Le gars est descendu de Chicago. Chicago. Pour Ottawa, t'as dit? Ottawa, ouais, c'est ça. Man, c'est combien d'heures de char? J'étais fâché parce qu'il a payé son... tu sais, puis j'ai dit au gars, tu dois payer quelque chose, tu dois te donner. C'est fou. Non, tu sais, il voulait faire... Tu sais, c'est bon. J'ai dit, non, t'as une middle, tu vends des billets. Les 2 soirées que j'étais là, c'était des sold out. Tabarnak, paye le gars. Moi, j'étais pas confortable. J'étais vraiment fâché, mais j'ai vu que quand il y a certains clubs, tu les laisses, ils vont pas te payer. Alors... Je dis pas que tu dois donner 1000 pièces à chaque personne. C'est pas ça que je dis. Même si c'est symbolique, un cachet symbolique, puis on fait ça beaucoup ici, juste pour montrer que tu respectes la personne. Moi, tu sais, j'ai produit beaucoup de shows, puis mon espèce de règle non écrite pour être à l'aise avec l'argent, c'est je suis producteur, ça me stresse de mettre de l'argent, mais si à 50% de sold out, je couvre mes frais, c'est correct. Ouais. Fait que mettons que. Fait que là, après ça, le reste de l'argent, si je fais de l'argent, c'est correct, mais il faut au moins minimum que 50 ou 60% de ta porte aille aux artistes. Ouais, tu dois payer le moins. C'est le minimum, selon moi. Là. Je suis avec toi. Mais toi aussi, tu as une différente expérience parce que tu es une des propriétaires du bordel, Ouais. Comedy Club. Puis ça, comment est-ce que c'est commencé? Parce que Mike m'a dit que toi, tu étais vraiment important parce que tu étais aussi un gars comme Luc qui connaissait Ouais. pas juste l'espace humoristique, mais tu connaissais les bars. Pour toi, c'était comment l'expérience de rentrer dans une des clubs humoristiques plus importants au monde? C'est comment l'expérience? C'était. Dans le fond, moi, mon histoire, c'est que avant de faire l'école de mots, j'ai ouvert des bars. Puis, c'est en sortant de l'école, 6 mois après l'école, que François Bellefeuille m'a approché pour faire ce projet-là. Puis, j'ai dit, OK, je vais le faire, mais tu sais, je vais être partenaire avec vous autres.
sans savoir que le bordel allait être le bordel, tu sais, on checkait des endroits, puis quand on a trouvé le local où on est là, on pensait vraiment que ça allait être genre un show le jeudi, 2 le vendredi, 2 le samedi, que ça allait être plein à 60-70%, puis que... Mais là, comme crime, en dedans d'1 mois, on était rendu à faire du 12-13 shows par semaine, puis on voyait des humoristes qui marquaient dans leur biographie sur leur site internet a déjà performé au mythique Bordel Comedy Club. Fait 4 jours que c'est ouvert, t'as pas le droit de dire mythique, puis c'est devenu plus gros que moi. C'est plus gros que ce que je pensais que ça allait être, c'est plus gros que... Ouais, maintenant, c'est une idée. C'est... Ouais. Puis la seule affaire que je trouve dommage dans ma carrière d'humoriste, c'est que j'ai pas vécu le bordel comme un humoriste. Moi, la première fois que j'ai joué au bordel, j'étais le premier à jouer sur la scène, puis j'avais de la peinture sur les mains. Tu sais, c'est pas... Puis j'étais stressé de voir quand les speakers jouaient. Ouais. J'ai pas vécu mon premier bordel, puis il y a quelque chose de triste là-dedans. Tu sais, il y a du monde qui m'ont écrit dans la première année du bordel comme « Hey Charles, peux-tu me booker? Ma mère est pas de me demander si je vais jouer au bordel. » C'est juste ça. C'était rendu, ça avait dépassé faire un gala juste pour rire. Les parents dans les familles du monde qui ont fait l'école de mots, c'est comme « Pis t'as-tu joué au bordel? » tu sais. Je comprends ça. Puis c'est tellement beau, mais c'est moi qui m'a choisi pour jouer. Tu sais, j'ai pas eu l'appel. Ouais, qui te fait... Ouais. Moi, quand je m'occupais de la programmation, c'était mon moment préféré. Tu sais, comme t'as le booking comme quotidien, mais une fois de temps en temps, tu laisses la chance à un nouveau. Puis là, j'y envoie pas un message texte, j'y envoie pas un message Facebook, je l'appelais. Je suis comme, yo, t'es-tu disponible demain? Comme, ouais, j'ai rien. Je suis comme, veux-tu jouer au bordel Comedy Club? Puis ça criait, mais ça me rendait heureux, là, ces moments-là. Là. C'était mes moments préférés quand je faisais le booking du bordel. Puis, quand tout ça a commencé, c'était quoi l'approche? Comme ils ont venu te voir, c'était qui? C'était Martin Petit, Mike, Bellefeuille? Moi, je connaissais Bellefeuille, Louis-José, puis Mike à cause qu'ils venaient de jouer au jockey, parce que j'avais le jockey. OK. Celui sur Saint-Zotique? Ouais. OK. J'ai ouvert ça il y a 10 ans, puis j'ai vendu mes parts il y a 4 ans à peu près. Ah, j'étais là pour la première fois la semaine passée pour Gère. Gère faisait une show. Okay. J'allais faire une guest spot puis un podcast avec lui après. C'est ça. Ben ça, moi, j'ai ouvert ce bar-là, puis on est parti une soirée d'humour là-bas, puis c'est devenu la plus grosse soirée d'humour à Montréal à une certaine époque. Félicitations. Merci. Fait que c'est pour ça que j'ai connu ces gars-là, puis ils m'ont dit, on cherche quelqu'un qui est capable d'ouvrir un bar, puis qui connaît l'humour, puis il y en a pas à part toi. Fait que, ils m'ont dit, on veut un comedy club, ouvre-le. OK. Fait que là, moi, je suis parti, puis là, je cherchais des locales, puis... C'est comment qu'elle a trouvé ce spot-là? Parce que ce spot-là est quand même historique comme un bordel. L'histoire est tellement niaiseuse, là. Moi, quand Bellefeuille m'a approché, il me dit... Bellefeuille, il connaît rien au bar. François, il connaît rien. Je demande, c'est quoi... Mais lui, il est fucking intelligent. Il est brillant. C'est un gars très, très intelligent. Ouais. Mais il me dit, t'aurais budget illimité. Là, moi, je suis un geek de bar puis un geek de stand-up. On me demande d'ouvrir le comedy club de 5 millionnaires et moi, puis j'ai budget limité, je capote. Là. J'ai failli faire des offres d'achat sur des locales à 1,5 million, là, des belles places. Puis là, quand ça devient un peu plus sérieux, genre François, tu sais, comme quand tu me dis budget limité, tu veux dire combien? Puis il me dit 150 000. Par mois? Non, 150 000 de budget pour ouvrir le bordel. Ah, ça, c'est pas illimité. C'est pas du tout illimité, c'est fuck all, là. C'est rien, là, pour ouvrir un bar, puis... Là, je commence à broyer ma vie. Je suis comme, comment je vais faire? Puis là, ça commence déjà à jaser dans le milieu qu'il y a ce projet-là qui s'en vient peut-être. Puis là, je suis comme, je peux pas te choquer, mais... Fait que là, ça donne que la gérante à François, son chum jouait au hockey avec Luc. Ah! Puis Luc a parlé à son ami, il disait, ce serait le fait d'avoir une soirée d'humour au pub Quartier Latin. Puis là, tu sais, on va voir le local, puis on fait, ça va être ça. Ça va être ça. Puis le fait qu'on s'est pas obligé d'acheter un bar, d'acheter un endroit physique, qui a déjà une cuisine, ça réduit les coûts de beaucoup. Fait que je pense que le bordel a coûté 152 000. Puis, il y a la chance parce que Luc n'est pas juste un propriétaire normal. Lui aussi. Il est bon, il se donne beaucoup pour la business, puis il croit, puis il est tombé en amour avec le milieu de l'humour, autant que des fois, il reste de voir des open micers, puis là, mettons, c'est leur premier bordel un an après, puis il est fier d'eux autres, puis il leur paye de bière, puis tu sais, c'est rendu un peu un papa de tous les... Mais c'est ça, lui, il est un A-player dans ce domaine-là. Il connaît le domaine des bars, puis la façon où il fait comme... il dirige son monde, puis tout ça. Alors, c'est toutes des étoiles, tu vois? Tu as des étoiles humoristiques, tu as des étoiles de business, de bar, tout ça. Alors, tout ça ensemble, c'est sûr que ça va faire une fucking bon cocktail. C'est comme si tout marchait. L'univers disait non, on va vous diriger vers ça, puis ça va être une fucking club exceptionnelle. Puis je pense que c'est à cause de ça que c'est pas juste toi, Mike, c'est pas Bellefeuille. La qualité du service, l'emplacement, Tous les employés qui engagent là-bas, tu rentres au bordel,
tu sens comme si tu viens de rentrer chez toi. Ouais. Ils sont chaleureux, et tout le monde sait c'est quoi l'humour, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Puis c'est du monde qui aime l'humour, ça aide des groupies d'humour. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils viennent jamais être comme être gossants dans l'âge avec une vedette. Ils sont très respectueux de notre art. C'est des. Puis tu sais, j'ai vu des Luc humoristes me qui- demande pour des autographes à chaque jour. Alors Luc commence à... Ouais. Là, qui commence à négocier sur les autographes. Ben, tu sais, je trouve ça beau. Il y a tu sais, à un moment donné, Mathieu Pepper, il commence à animer au bordel, puis là, il loue le bordel pour faire sa première heure. Puis les serveuses ont acheté des billets. Quand il aurait pu Ça, demander, c'est puis cool. ils auraient eu gratuit, mais tu sais, il voulait encourager Mathieu. Puis il y a quelque chose là-bas que je trouve vraiment beau. Même juste l'histoire de Preach, tu sais, au complet, au bordel, c'est Ah ouais. magnifique, là. Le portier qui devient avec 1 million de fans sur YouTube, tu sais, c'est Plus magnifique. d'une là. million. Plus d'un million? Ouais, plus, puis ça augmente à chaque jour. Puis Preach, il m'avait dit une fois, c'est drôle que tu penses pas comment ta vie croise des gens. Moi puis Preach, on est devenus des bons amis. Moi j'adore Preach. C'est une de mes personnes préférées au monde. Puis son ami Abba, c'est un autre gars que j'adore. Mais Preach, c'est drôle parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Je l'aime comme un frère. Puis, je savais pas que quand j'avais commencé à faire du stand-up, c'est 2-3 ans en anglais, j'avais fait un corpo que j'aimais pas. J'étais fucking fâché, c'est pour une banque. Puis c'était pas des gens fun. Alors moi, je m'en foutais. J'étais comme, OK, vous êtes offensé de ça. Je m'en fous. Puis j'étais vraiment comme un rebelle. Puis il y avait un gars noir, qui aimait le show. Puis il est venu après me dire, yo, c'était fucking bon, fuck ces gens-là. C'était Preach. No way! C'était Preach. Il était là comme le date de sa blonde, je pense, autant. Il m'avait dit ça. Puis il a dit, tu te souviens-tu, une fois, t'avais fait un corps? J'ai dit, oui. Ouais, j'ai venu te voir. Puis je dis, c'était toi? Parce que je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui aimait le show. Puis il est venu me parler de ça. Puis c'était fucking Preach. Puis il faisait pas d'humour encore. Puis après, tu sais, c'est bizarre comment la vie change. Puis maintenant, les deux, on fait de l'humour ensemble, on est amis, puis tout ça. C'est fucking fou. Il faisait pas de YouTube le temps, il faisait pas du stand-up. Il faisait de la danse, là. Il faisait de la danse. Puis il a vu ça, puis c'est un des gars que, tu sais, je me rappelle de lui. Avant qu'il soit un humoriste, il m'avait marqué parce que c'était bon. J'avais une personne qui est venue me voir. Oh, toi, je pense que tu reçois beaucoup de menaces. Hein? Comme il était fâché, comme ça, c'est ça qu'il m'a dit. Puis j'ai un autre gars qui vient Preach. Oh, c'était fucking drôle. C'est juste des banques. Fuck les bankers, tu sais. On s'en fout. Puis c'était fucking Preach. Puis maintenant, tu sais, on est amis. Puis c'est fou comment l'univers il marche. C'est. À un moment donné, je pensais voir avoir vécu un moment de même. Il y a un kid qui vient me voir après un show, tu sais, puis je vais le voir, je suis hey, t'es vraiment bon. Fait comme, hey, tu sais, c'est ce que tu te rappelles de. Je sais pas si tu te rappelles de moi, mais je suis un ami à Mélanie X, on dirait pas nom de famille. Ouais. Puis je suis comme, ah ouais, tu sais. Puis je suis comme, on s'est déjà vu avant, fait comme, c'est ma soeur, puis t'as couché avec. Je suis comme, excuse-moi, je m'attendais à un moment de comme. Comme Ça, c'est de fucking stand-up, drôle, puis hein? je suis comme, ah, excuse-moi, man, je suis désolé. Puis le gars, il fait encore du stand-up, puis là, je suis comme, ah, je suis désolé, man, tu sais. T'as couché avec ma soeur. Ouais. J'ai aussi couché avec ton père. Quoi? Oh, ouais, tu vois, mais l'univers est fucking bizarre. Ou, moi, ma mère, OK, ma mère est elle travaille dans le milieu des écoles. OK. Puis c'est arrivé, je te niaise pas, 20 fois dans ma vie qu'on croise un de ses anciens étudiants puis qu'ils me disent ta mère m'a sauvé la vie, je serais un vendeur de crack en ce moment, c'était pas de ta mère, je serais en train de vendre de la poudre, je serais une prostituée, je serais une danseuse. Puis genre 20 fois depuis que je suis kid, là. Puis à un moment donné, je suis au jockey, il y a Eddie King qui est là, puis ma mère est là. Puis Eddie King me dit c'est-tu ta mère qui est là-bas? Je suis comme ouais, c'est ma mère. Fait comme, elle m'a enseigné au secondaire. Puis là, je suis comme oh non, Eddie King va me dire que ma mère, il a C'est une sauvé- bitch. Ouais. Non, il dit, elle a gâché mon secondaire. Puis là, je suis comme Chris, t'es la Eddie a seule dit ça, personne. Eddie a dit Ouais, il a dit ça mot pour mot. Puis là, puis ma mère et Eddie King ont dû avoir un talk pour régler les shit à Oh, l'époque. là. shit. Ouais. Mais Eddie aussi est vraiment, il s'ostine beaucoup, bro. Eddie, c'est. Non, mais. Mais, l'histoire, dans le fond, c'est que ma mère était directrice adjointe à l'époque, puis elle a juste fait le call du directeur qui était de renvoyer Eddie 3 Ils ont mois. renvoyé Eddie. Ouais, 3 mois avant son bal de finissant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il se tenait avec du monde pas correct, mais lui, il avait rien fait. Mais ma mère a juste respecté le call de son supérieur, de comme, hey, on va te changer d'école, on essaie de. Il reste 3 mois. Come on. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Eddie était vraiment fâché après ma mère, avec raison. Ma mère connaissait pas toute l'histoire, elle a juste fait ce que le directeur a demandé de faire, tu sais. Ah, ça, c'est. Mais ici, je pense que nos écoles secondaires sont un peu fucking bizarres parce que moi, j'ai vécu plein de choses. Plein de choses mauvaises ici. Ouais. Comme. Moi, tu sais que je me suis fait suspendu une fois parce que je parlais anglais à l'arrêt d'autobus après l'école. C'est quoi le rapport? Tu peux pas parler anglais. Il était vraiment, vraiment. C'est de l'acharnement, ça, là. Mais c'est ça. Alors, il vient, puis c'était un prêtre, le directeur autant.
Puis, Non, t'étudies en quelle année? 1815? non, mais c'est juste drôle que c'était un prêtre, mais non, dans les années 2000. Moi, je rentrais dans le secondaire, je pense, 99 ou 2000. OK, c'est que toi, t'as, mettons, 38, là? 35. 35? Ouais. Moi, j'ai fini en 2004, le secondaire. Moi, j'ai fini en 2005. OK, c'est ça, on est dans les mêmes Ouais. années. Alors, anyways, il vient après l'école, puis c'était même pas au bord, c'était dans l'autre coin du rue, tu sais. Il vient, il me regarde, il dit, OK, demain matin, viens me voir au bureau. Je dis, pourquoi? Il dit, t'es suspendu. Je dis, ben, de quoi tu parles? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entendu maintenant que tu parlais avec tes amis anglais. Tu parlais en anglais, puis je dis, ça, c'est pas possible, ça. Je rentre chez moi, ma mère me croyait pas, elle dit, non, dis-moi vraiment qu'est-ce que t'as fait. Je dis, honnêtement, je suis suspendu parce que je parlais en anglais. Puis je me souviens, quand j'étais allé avec elle, elle pouvait pas le croire. Elle a dit, mais es-tu à l'école au moins? Non, c'était à l'arrêt d'autobus. Elle dit, fuck, tabarnak, tu peux pas faire ça. C'est trop exagéré. Ça n'a aucun rapport. Mais il faisait plein de choses comme ça quand moi j'étais en école secondaire. Puis ça m'avait fait ne pas aimer la langue française. C'est ça que j'essaie d'expliquer au monde maintenant, que pour sauver le français ici, nos tactiques sont les tactiques les plus mauvaises. Parce que si tu es trop agressif avec le monde, ben automatiquement tu vas rebeller. Tu vas pas vouloir ça. C'est ça qui est arrivé à moi. Moi, pour des années, j'avais pas parlé français. Quand pour 5 ans après ça, après je rentrais dans le domaine du travail et tout ça, puis je parlais. Mais j'avais pas besoin de parler français parce que je travaillais avec des Américains. Puis j'aimais pas parler en français à cause de tout ça, des années de... La pression, je comprends. Ouais, alors ici, il faisait des choses bizarres comme ça en école secondaire que maintenant, quand je vois, je dis, fuck man, tu prends toute une section de la population puis tu les fais haïr puis ne pas vouloir parler français pour rien. Parce que c'est comme langue, c'est bon, c'est descriptif. Mais t'as-tu un autre exemple? Parce que moi, c'est ça, je l'ai zéro vécu. Puis... Moi, j'ai plein. On avait les jetons avant ça. À chaque fois que je disais quelque chose en anglais ou je demandais une question, quelque chose que je ne comprenais pas, j'avais des retenues ou c'était vraiment, vraiment bad. Moi, je me souviens, la première... Moi, au secondaire? La Dauversière puis Évangeline sur l'Acadie, dans la CSDM. Moi, la première retenue que j'ai eue en école secondaire, c'était parce que j'avais demandé à une prof que... Elle est devenue ma prof de homeroom. C'était une fucking bitch. Je ne vais pas dire son nom. Mais parce que j'avais demandé c'est où la classe. Je cherchais une classe et j'étais nouveau. Puis elle me disait c'est drette là. Puis j'ai regardé, je dis madame, c'est où? C'est drette là. Puis je dis madame, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que vous pouvez me parler en français? Puis elle m'a dit non, est-ce que tu comprends pas le français? Je dis madame, moi je parle français. C'est vous qui ne parlez pas français. Parce que j'avais jamais entendu drette. Puis j'ai reçu une retenue. Puis j'étais comme what the fuck? Tu t'ostines ou whatever. Puis c'était même pas ça. C'était juste, je comprenais pas ce que ça veut dire drette là. Alors. Tu pensais que c'est une espèce de retour du balancier qu'avant, tu sais, on était dominé par les Anglais, là on a repris le dessus, puis on est comme. C'est ça, non. Trip un peu. C'est un peu ça, mais c'est pas tout le monde. C'est juste que quand ça tombe, que c'est ta prof ou ton, on va dire, le directeur, ben tu peux rien faire. Tu sais, même si tu essaies d'utiliser la logique avec eux, ça marche pas. Puis, je connais plein de monde qui, maintenant, ils parlent même pas comme le français. Ils peuvent même pas parler français, puis ils habitent au Québec. Tu sais, qui est inacceptable. À cause qu'ils sont repoussés, parce qu'ils disaient, fuck, ça, c'est agressif. Ça les fâchait de tout en vivre, ces petites situations-là. Puis... Mais tu sais, qu'est-ce qui est fucking drôle? Tout ça, ce système-là, si tu regardes la culture québécoise, le peuple québécois, ça n'a rien à faire. C'est comme deux mondes complètement différents. Mais tu sais pas ça quand tu es jeune. Tu connais pas ça. Tu penses que c'est ça. C'est ça la culture, c'est agressif, c'est vraiment, c'est fucking presque islamiste, mais en français, c'est ça ou non. Mais c'est pas la vérité. Puis c'est bon que je commençais à en parler en français. Maintenant, je fais de l'humour, je fais des podcasts. Mike m'a montré tout une fucking monde différent. Puis je retombe en amour avec la culture ici et tout ça. Mais je suis chanceux. Ça va pas être tout le monde si tu vois. Puis aussi, c'est que t'as l'espèce de... Tu as les États-Unis, tu as le reste du Canada qui sont prêts à t'embrasser. C'est ça. Tu as 6 millions qui sont comme. C'est sûr que c'est tentant de faire comme, hey, fuck ce 6 millions-là. Mais c'est pas. C'est ça que moi j'ai compris. C'est pas le fucking 6 millions. C'est des fois les 5 personnes qui sont en charge pensent comme ça, utilisent ces tactiques-là, puis ça met tout le monde d'autre en merde. Parce que t'es comme, ils sont comme ça. Mais c'est pas ils sont comme ça. Elle est comme ça, lui est comme ça. Tu vois? Puis ça arrive dans des endroits comme ça. Mais moi je dis déjà, on peut régler tout ça, mais ça va prendre un petit effort de nos gouvernements. C'est vraiment de ne plus être agressif comme ça. Mais il y a certaines lois qu'on doit mettre. Par exemple, maintenant, quand on dit
tu peux juste aller à une école française ou une école anglaise. Tu peux pas. Ça, c'est au Québec, ça doit pas arriver. Tu dois apprendre les deux langues à 100%. Tu peux pas vivre au Québec, même si tes parents allaient dans des écoles anglaises, puis vivre ici puis ne pas parler français. C'est illogique. C'est illogique. Puis si tu es ici, tu devrais apprendre l'anglais parce que c'est la langue internationale. Oublie le Canada puis l'histoire, je dis pas. Tout le monde devrait apprendre 2 langues ennemies. C'est ça que je dis. Ennemies. Peu importe c'est quoi la troisième, là, mais au moins avoir des notions d'une troisième langue. Tu sais, c'est juste pour. Tu sais, c'est plus de l'intelligence, c'est même plus. C'est que quand tu parles une deuxième ou une troisième langue, tu vas ailleurs, tu comprends des affaires, puis tu comprends mieux ta société. Juste pour ça, tout le monde devrait au moins parler 2 langues. Puis pour le business, l'anglais, c'est pour ça. Right? Parce que tout le monde parle ça. Tu peux aller en Chine puis tu vas trouver des gens qui parlent anglais. Alors, pour ça, mais tu vois, même moi, même avec tout ça que j'ai vécu, quand même, je vais être dans une position où la culture puis la langue, ça se perd pas ici. Parce que c'est important, parce que ça va ensemble. Mais le monde qui dit qu'on est en train de le perdre... Ils n'ont pas tard. Je vais dire quelque chose. Okay, ils n'ont pas tard. Je vais t'expliquer pourquoi. Je sais que... parce que moi, j'ai des amis qui sont vraiment, vraiment... on va dire de mentalité West Island. Comme, non, on n'a pas besoin de français, tout ça. Et puis, on ne va pas le perdre. Ils vont avoir... Oui, ça se peut que tu le perds. Puis je vais dire pourquoi. Premièrement, les Québécois font pas aussi... ils n'ont pas assez d'enfants. Ils font moins d'enfants que les nouveaux immigrants. Si tous les nouveaux immigrants, on les traite de je sais pas quoi, on les fâche comme ils ont fait à moi, puis je suis même pas un immigrant, puis on les pousse de s'éloigner du français. La culture francophone. La culture va se perdre parce que la majorité des gens, dans 20 ans, 30 ans, ne vont pas parler français, ils ne vont pas comprendre la culture. Alors, ça va diminuer. C'est de la mathématique, c'est juste ça. C'est logique. On est en train, c'est pas super comme ils disent les politiciens pour nous faire peur, mais de plus en plus de le perdre un peu parce qu'on se laisse faire par les politiciens. C'est pour ça que je dis qu'au minimum, ça doit être à l'école, tu dois avoir, ça fait partie du curriculum. Il ne peut pas y avoir des gens qui vont à l'école ici et n'apprennent pas le français correctement. Je suis vraiment d'accord. C'est fou. Puis les excuses ne marchent pas parce que même au Canada, il y a 2 langues officielles. Alors même l'excuse de, au Canada, oui, ils parlent anglais, mais on a 2 langues officielles. Puis, beaucoup de notre industrie ici, c'est à cause de la culture parce que c'est des affaires culturelles. Les arts, puis tout ça, c'est culturel. L'affaire qui me fait peur là-dedans, c'est que à l'île de l'amour, ça faisait longtemps que j'avais pas de chilek du monde de 22, 23. Puis, il y a une fille, puis c'est une fille brillante, là. Elle sait pas c'est qui Blink-182. Puis, c'est un petit coup de vieux, ça fait mal, mais c'est que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que... Elle est trop jeune? 22, elle est trop jeune, puis c'est correct, mais c'est que je me suis rendu compte que notre génération... On écoutait la télé, on écoutait la radio. Fait qu'on se faisait bombarder de culture qu'on n'a pas choisi d'écouter. Ouais. Puis là, les jeunes, eux, ils consomment du YouTube, du Netflix. Fait qu'ils choisissent seulement. Fait qu'ils se font pas bombarder de culture qu'ils n'ont pas choisi. Fait que, tu sais, mettons, un jeune de 16 ans, il a le choix entre écouter Squid Game sur Netflix ou District 31. Squid Games, c'est que toute la culture québécoise, autant la télé que le cinéma, il va falloir qu'on fasse des chefs-d'œuvre en motadis pour comme... battre ce qui se fait à l'international. Squid Game, c'est même pas américain. C'est fucking coréen, whatever. Ouais, ça vient de la Corée du Sud. Fait que, tu sais, là, il faut se battre à l'international pour que les jeunes d'ici décident d'écouter des affaires non seulement en français, parce que Squid Game, tu l'as en français, mais de la culture d'ici, là. Mais t'as raison. Moi, je le vois. Puis même, je parlais à Michel parce que j'essaie de trouver... Parce que lui, il trouve des places pour des cadres. Pour les photos et tout ça. Puis ils se font ici, ils sont fabriqués au Québec. Puis moi, ça fait mais plus qu'un an maintenant, que j'ai fait un effort pour trouver des places locales, des choses québécoises. Vraiment, si je vais donner de l'argent, je vais essayer de plus en plus de donner de l'argent que ça reste au Québec, tu sais. C'est des petits efforts. Moi, je crois pas tant à ça. Non, ça aide. Je te dis, ça aide. Tu sais pourquoi ça aide? Parce que je me souviens quand j'étais dans le business, j'avais appris comment les commerces marchent internationaux. Puis c'est vraiment facile. J'ai plein d'exemples de d'autres places aux États-Unis. Okay, même aux États-Unis. Donne-moi un exemple de quelque chose que tu as acheté au Québec à la place d'acheter à l'international puis que tu penses que ça l'a aidé un peu d'une manière quelconque. Là. OK. Je peux pas te dire comment ça a aidé, mais même les cadres ou... Quand tu parles des frames pour des photos puis des frames... Des frames, même pour des t-shirts maintenant, j'essaie de trouver des places comme Metalomania, les places qui sont locales. Parce qu'avant, j'ai acheté tout ça sur l'Internet international. Puis c'est toujours les Américains. Ça va aux États-Unis. Mais on fabrique des t-shirts ici aussi, tu vois. Alors, c'est juste des petits changements que j'essaie de faire, que je peux. Mais je vais dire, ça fait une différence. Okay, regarde ma théorie. Ouais.
Au mieux d'acheter ton t-shirt ici, là, on oublie le côté polluant de comme ça fait du voyage, tout ça. Ouais. T'achètes ton t-shirt made in Pakistan. Ouais. Ça veut dire que, mettons, l'industrie de la couture et l'industrie du textile meurt ici. Fait que le gouvernement se dit, hey, faut vraiment qu'on augmente l'éducation de notre masse de travailleurs. Fait qu'on donne plus d'argent aux écoles. Fait que là, peut-être qu'en faisant ça, t'es en train d'aider une industrie qui paye le monde 13$ de l'heure au Québec, tandis que si on cancelle cette industrie-là, fait que, hey, ça, on n'est plus là, on la donne à quelqu'un d'autre, on vient une industrie de service avec du monde qui ont des bacs, des maîtrises. T'as pas tort, mais je pense qu'on a besoin d'une variété d'industries que maintenant on n'en a pas parce qu'on a. Tout le monde est déménagé parce que c'est. Mais c'est quoi le danger? Parce que la manière où on travaille maintenant, tout est automatisé. Si on se laisse faire beaucoup comme ça, puis on dit, on n'a pas besoin, on va acheter. Ben, là, le monde perd leur job, comme tu as dit, puis on perd notre puissance. Si tu perds ton puissance, il ne reste pas beaucoup de. Si on n'a pas une bonne économie ici, il ne reste pas beaucoup de raisons, si le monde ne veut pas juste rester ici à cause qu'il aime le Québec, de rester ici. Ils vont aller ailleurs. Ça aussi, ça affecte notre économie, la culture, tout ça. Alors, de plus en plus, j'essaie. Même en des choses psy comme sur Netflix, je commençais à consommer des shows et des films québécois. Ouais. Juste pour améliorer mon culture, français. Ça, je suis full d'accord. Puis, c'est ça, je veux rentrer vraiment dans ça. Je veux que ça soit dans ma tête. Je le comprenne parce que moi, je peux donner ça à quelqu'un d'autre, tu vois. Ça a l'air imbécilé comme ça aide pas. Je pense que ça aide, honnêtement, parce que sinon... Comment est-ce que ça va rester? T'as écouté La Bolduc sur Netflix? Oui. C'est fucking bon, j'ai écouté ça. J'ai parlé de ça la semaine passée. Ouais, j'aimais Ça fucking parle bien. d'un Québec que genre on a oublié qu'il existait, là. Mais c'était fucking triste. C'est super triste. Bro, c'est fucking triste. J'avais... Mais sûr, il y a quasiment un lien avec le stand-up. Moi, je voyais ça. Oh, c'est bon que tu dis ça, Charles. Je voyais ça, c'est pour ça que je pense que c'était triste pour moi aussi. Même, tu sais, c'est comme vers la fin... Quand elle pouvait pas, elle faisait ça pour se forcer pour sa famille et tout ça. Mais tout ça, c'est toute une industrie que je comprenais pas, mais j'étais comme fuck, mais c'est un peu comme le stand-up. Ouais, parce qu'on faisait ça un peu underground. Je trouvais ça tellement beau. Puis, tu sais, c'est ça, pour moi, le stand-up, c'est pour être ça. C'est la classe ouvrière qui prend parole, qui divertit la classe ouvrière, puis que c'est pas des millions dans des films. Non, c'est quelqu'un qui parle dans un micro, c'est très. Mais c'était bien fait, bro. Ça, c'était Hollywood niveau. Hollywood, c'était fucking niveau. bien fait, ouais. Mais dans ça, ce que je dis, c'est que la chanteuse, c'est pas Rihanna Callis, là. C'est une bonne femme qui dit des affaires que le peuple a envie d'entendre. Puis ouais. Je trouvais ça tellement beau. Puis moi, c'est une des raisons que je suis fier de faire du stand-up. Que je me suis dit, peu importe à quel point ça va aller mal dans le monde, c'est un art du peuple, ça va toujours rester. Puis là, ça va mal dans le monde, il y a la COVID, puis la première affaire qui débarque, c'est le stand-up. J'étais comme, man, pour moi, c'était la seule affaire qui allait survivre à peu importe ce qui allait se passer dans le monde. Ouais, c'est notre temps, qu'est-ce qui se passe, ouais. Puis là, non, fuck, c'est la première affaire qui est partie, puis on faisait des choses sur Zoom. Oh, mais je suis content d'entendre ça que tu avais écouté le Bolduc, parce que moi, quand j'avais dit ça, je pense à Mike ou whatever, il me dit, ça, c'est pas pour... C'est comme pour des vieux, c'est pas pour... Mais pour moi, c'était fucking bon. Moi, j'aimais ça. Puis après ça, je suis tombé sur Louis Cyr, le film de Louis Cyr. Qui est excellent aussi. Qui est excellent aussi. Puis l'acteur qui a joué Louis Cyr, c'est qui? C'est... Merde, j'ai un blanc. Il est super connu, il joue dans Les Bougons. Je l'aimais, fucking... il était écœurant, il a fait plein d'affaires vraiment le fun. C'était fucking bon, c'était bon comme une film. Mais c'est ça, j'essaie de plus en plus pour des raisons comme... Antoine Bertrand. C'est son nom? Je pense que oui. Juste pour rentrer dans la culture puis l'avoir, la connaissance, puis que je peux dire au monde, hey, tu veux voir un bon film? Parce que si on fait pas ces petits efforts-là, c'est comme ça que ça commence à se perdre. Mais c'est pas en forçant les gens. Je vais dire, ça marche pas parce que les Grecs, on va dire, moi, je parle grec. Mm-hmm. Je parle grec, je lis, j'écoute des films. La culture est pas perdue. Même en Grèce, ils font les efforts pour les touristes. Ils ont tout est en anglais, français, allemand. Et puis les Grecs, ils parlent ça. Allemand, grec, anglais, français. La culture n'est pas perdue. Tu vois, même quand on est ici. Mais ici, une des raisons pour laquelle on perd un peu, c'est à cause qu'on a des gens qui s'éloignent quand ils viennent ici, parce que ça, c'est pas pour moi, c'est un peu trop agressif. Quand la vraie culture ici, si on oublie le système qui est agressif, est chaleureux. C'est complètement différent. C'est c'est une culture où quelqu'un de nouveau, quand il vient ici, il va vouloir l'adopter. Ouais. Puis la transmettre à d'autres gens. Mais on ne donne pas la chance des fois aux gens. Comme moi, j'ai vécu, quand moi j'ai vu ça, je dis, oh, fuck, man, ça c'est agressif. What the fuck? Puis tu veux rien savoir du Québec. Moi, ma tante, elle a une maîtrise en tourisme, puis elle parle pas anglais. Pour moi, il y a une absurdité là-dedans. C'est fucking drôle. C'est fucking drôle, là. Tu sais, fait qu'elle s'occupait des touristes français quand ils venaient à Montréal, quand elle travaillait pour Tourisme Montréal. Tu sais, c'est weird, là. Ouais.
J'ai l'impression que c'est la base de si t'as envie que le monde s'intéresse à toi, c'est de t'intéresser un peu aux autres aussi. Là. Peut-être, ouais, il y en a ça, mais moi, je pense que ça va changer de mieux en mieux parce que les jeunes puis le peuple, ils voient. Tu vois vraiment, tu trouves des choses en commun avec d'autres gens au monde. Alors ça te rend plus chaleureux, bien sûr, mais ça te rend plus compréhensif, comme tu comprends la personne. Alors, tu es moins agressif. Tu vois toi-même dans d'autres mondes. Comme moi, je vois ça maintenant. Pas à cause de stand-up, whatever, juste être vivant pour 35 ans. Je vois beaucoup de moi dans d'autres gens. Puis, ça te fait penser comme les hippies. Je dis, fuck, man, les hippies, quand ils disent, on est tous les mêmes, whatever. Il y a quelque chose là. Tu sais, qu'on est tous les mêmes. Tu sais, on va avoir des vies différentes, mais puis nos pensées vont être différentes dépendant de qu'est-ce qu'on a vécu, puis tu sais, les politiciens autour de nous, puis nos parents. Mais on reste des fucking humains. Tu sais, on a assez en commun. Mais moi, il y a quelque chose qui me fait peur, puis j'ai l'impression que je suis très pessimiste par rapport à l'avenir de l'humanité. C'est, tu sais, au primaire, on était tous amis parce qu'il y a une classe de première année, on est 20, on est tous amis. Il y en a un ou deux qu'on n'aime pas, c'est tout. Mais là, après ça, arrive sur le secondaire où tu as 8 classes de son R1. Les punks se tiennent ensemble, les skaters se tiennent ensemble, les rappers se tiennent ensemble, puis j'ai l'impression que là, ça va plus loin que ça, parce qu'on est rendu à cause d'Internet, que, mettons, moi, je suis plus juste un skater, je suis un skater qui aime pas DC, mais qui ride plus pour ethnie. Puis là, je trouve... sous-cultures. Je trouve des sous-cultures tellement niches que je me rapproche de ces gens-là qui sont... Finalement, on est 8 dans le monde qui trippent sur les skateboards des années 80 qui ont été faites par telle marque. Sont verts. Ouais. Qui sont verts, puis là, c'est notre petit groupe de 8, puis on tasse tout le reste du monde, parce que grâce à Internet, à l'international, tu peux trouver du monde qui sont hyper nichés, comme, puis, tu sais, sexuellement, les fétiches, les fétiches, ouais, ça n'existait pas avant, puis maintenant, tu peux vraiment... Trouver des niches, puis trouver une communauté là-dedans, puis te sentir accepté dans la communauté, puis tellement te sentir bien dans ta communauté que tu veux plus en sortir. Ah! Fait que j'ai l'impression que, justement, le côté accueillir d'autres gens... Tu sais, il y a quelque chose de tellement beau. Moi, j'adore voyager parce que tu vois quelqu'un puis tu fais comme yo, on parle la même langue, on va être amis. C'est tellement le fun. Puis là, mais j'ai l'impression que quand on revient à Montréal, on oublie ça. Là, en ce moment, je me tiens avec mes 6 amis qui font du stand-up, qui aiment le même genre de stand-up que moi. Puis on est un groupe très hermétique, là. Mais écoute, tu peux pas sortir comme un fou, consommer tout. Quand même, quand t'es un peu âgé, tu vois qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, puis tu sais un peu qu'est-ce que tu peux rentrer dans ta vie. Tout le monde est un peu différent. Mais je pense que la vérité, c'est que le plus que tu vieillis, puis tu vois beaucoup de choses, tu expériences beaucoup de choses, tu peux quand même accepter que quelqu'un d'autre aime quelque chose que tu n'aimes pas. Comme par exemple, moi, quand j'étais plus jeune dans le stand-up, j'acceptais pas des prop comics. Tu sais, c'est quoi ça? On est tous en amour avec Daniel Grenier en ce moment. C'est pas juste Daniel Grenier, il y a une autre. Jean-Michel, ouais. Dude, c'est des... Fuck, bro. Je suis content, genre, j'ai hâte de les voir sur scène. Exactement. Mais moi aussi, j'ai déjà été comme, no, that's not real stand-up. Mais c'est ça au début, puis même lui, la première fois, lui, c'est genre, c'était lui, c'était Martel, right? Ouais, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir des choses. Son premier numéro, j'étais comme, un instant. Puis j'ai comme, I fucking love this guy. Il est fucking excellent. Ah, ça, je pense que c'est la sagesse. Au début, on est un peu cocky, puis on est comme, ah non, ça, j'aime pas ça, c'est pas cool. Puis finalement, tu te rends compte qu'être cool, c'est overrated. Ah, c'est overrated. Puis, honnêtement, être cool, c'est subjectif à la max. Tu peux même pas diriger quelqu'un vers le cool parce que ça peut pas marcher. Si ça marche pour moi, ça va pas marcher pour toi d'être cool de cette manière-là. Alors, je pense que c'est ça. Peut-être moi, je vais pas rentrer dans ça. Moi, je peux pas faire du prop comic. Pour moi, je vais pas être bon dans ça. Mais tu regardes Daniel, tu regardes des autres gens qui font ça bien. Tu es comme, OK, ça, c'est une fucking art. Puis eux, c'est les rois de cette fucking art-là. C'est drôle, puis c'est bon. C'est pas pour moi comme de le faire, mais je peux quand même le consommer puis être heureux pour quelqu'un d'autre qui fait ça bien. Ah, je pense que t'as raison. En vieillissant, comme... t'as pas besoin de faire tout, mais d'accepter que ça se fait. D'accepter que ça se fait. Puis même, je pense qu'on ouvre nos horizons aussi sur... Oui, on trouve notre petite niche sur ce qu'on est bien, mais... tu sais, mettons, à 12 ans, j'écoutais du punk, puis j'étais comme... Si t'écoutes d'autres choses que du punk, t'es une mauvaise personne. Ouais, parce que t'es jeune, ouais. Maintenant, je peux écouter une tune pop, faire comme, hey, c'est catchy, puis j'aime ça, puis j'ai pas honte de le dire, ou du western, ou même mettre une vieille tune de Shania Twain. Je serais pas fâché après ça, là. Même chose. Mon playlist sur. L'année passée, tu sais, à chaque nouvel an, Spotify te dit qu'est-ce que t'as entendu, puis tout ça. Moi, je savais que le Weeknd était haut. Puis ça dit, le Weeknd, c'est l'artiste que t'avais entendu le plus, mais la chanson
que tu avais entendu le plus, moi, je OK, ça va être Megadeth ou whatever, c'était la seule chanson que je connais de Billie Eilish, puis apparemment, c'était la chanson le plus jouée dans mon Spotify. Alors, imagine ça. Puis même moi, je savais pas ça. Que c'était une tune que j'écoutais. Je disais, I fucking like this. Alors, puis, mais avant, on va dire, avant 5 ans, 6 ans, tu peux pas me trouver avec une tune de Billie Eilish. Je vais pas entendre ça. Je m'en fous. Je vais pas écouter ça. Mais c'est comme ça que ça change, puis t'acceptes un peu plus. T'es comme, ah ouais, c'est une autre forme d'art, tu sais, t'aimes ça. C'est ça que je pense nous fait évoluer. Puis c'est pour ça que j'ai pas vraiment peur qu'on perd la culture, tout ça, si on fait les efforts. Ouais. Mais tu dois consommer, tu dois accepter. Sinon, je sais que c'est comme des peurs dans la nouvelle, mais ils ont raison. Je pense que si on parle de la culture québécoise, c'est sûr que ça va se perdre si on fait pas des petits efforts au moins. Bon Cop, Bad Cop, qui est un film bilingue, a sûrement plus aidé à la culture québécoise qu'un film sur les patriotes. 100%. 100% parce que moi, je me souviens, j'avais vu Good Cop, Bon Cop, Bad Cop. Moi aussi, j'avais vu ça au cinéma. Ouais. Parce qu'on était tous fiers que c'était un film, acteur ontarien. mais un film de Montréal que même les Ontariens regardaient. Puis tout le monde était fier. Alors, je viens être au cinéma Gouzeau pour le voir, puis j'ai riais beaucoup, puis tout ça. Alors, puis je suis sûr que les Ontariens qui ont vu ça étaient comme « Ah, shit, ça c'est cool, tu sais, Québec. » L'Ontarien paraissait pas plus... Le Québécois avait l'air colon, l'Ontarien avait l'air un peu... Stupide. Straight, tu sais, comme un peu plate, mais... Ouais. N'a pas eu que t'es meilleur que l'autre. Non, c'était juste égal fun. à égal, Ouais, on pensait jamais aux Anglais versus les Français. On voyait juste deux cops, deux cons, tu sais, qui étaient drôles, puis c'était fun, puis c'était juste drôle de voir les deux cultures mixées sur la scène. Ouais, c'est des petites choses comme ça que je pense que ça aide. C'est pour ça que je te dis, c'est juste, nos problèmes maintenant, c'est les politiciens, les stratégies qu'ils utilisent sont les mauvaises stratégies, puis je suis sûr qu'ils sont au courant de ça. Ils font un peu par exprès, parce que, écoute, si ça marche, on n'a pas besoin d'eux. Alors, il veut un peu créer de la tension parce que ça n'a pas d'allure. Il y a plein de choses qui font que ça aide à rien. Mm-hmm. Ça aide à rien. T'harcèles les gens. Oh, toi, tu veux pas aller à une école francophone. Toi, tu peux aller à une école anglophone. Mais ça devrait même pas exister ici. T'apprends les deux langues parfaitement, puis c'est ça. Après, si tu veux apprendre tes mathématiques en anglais, whatever, ça t'aide, c'est ton choix à toi, but tu peux pas sortir d'ici sans avoir déjà appris le français ou l'anglais, on va dire. Je suis totalement d'accord. Là. Ça, pour moi, c'est le standard. On devait faire ça. Puis je pense pas que c'est agressif. Je pense que c'est normal parce que si moi, j'étais en Grèce, ben, tu peux pas aller à l'école puis ne pas parler grec. C'est impossible. Mm-hmm. Alors pourquoi on peut pas faire ça ici? Au lieu de faire des petites divisions stupides et inutiles. Puis je pense que même si tout le monde parlait anglais, on ferait la promotion du Québec partout dans le monde, puis on serait nous autres, puis on parlerait de notre culture. Puis... C'est ça que j'ai dit, parce que si on va dire, toi, tu parles anglais, français parfaitement, t'es québécois, t'es né ici, tu vas en vacances, ou t'es business, tu deviens international. Oh, un business fucking Deschamps ménage. Tu sais, ok, c'est là-dedans que tu vois Deschamps ménage. Deschamps ménage, mais t'es international. Ouais. Au New York, oh, fucking Deschamps cleaning. Il vient d'où? Tu parles au monde, oh, moi je viens d'une place qui s'appelle Québec, tu sais, tu fais la promotion de ta culture. Comme Schwarzenegger a appris à tout le monde aux États-Unis, c'est quoi l'Autriche? Lui, parce que tout le monde pensait que c'était un Allemand à cause que, c'est différent. Oh ouais, puis ses parents faisaient ça. Les Américains qui s'en foutent de tout le monde. Ouais. Tu sais, juste à cause que lui, il venait de là, puis le monde l'aimait. Alors, Jackie Chan avec Jackie la Chan. Chine, avec... C'est important. C'est important. Sinon, si t'es coincé... Fun fact, en Chine, tu dis Jackie Chan, ils savent pas c'est qui. C'est quoi son nom en Chine? J'ai oublié, mais c'est son nom américain. Le monde ne le connaît pas par son nom américain. Ils le connaissent par son nom chinois. Ça, c'est fucking Fait que cool. genre, t'as des bouteilles d'eau de Jackie Chan, des DVD de Jackie Chan, mais c'est pas marqué Jackie Chan, c'est marqué son nom en mandarin. Puis... Ça, je savais pas. Ça, c'est cool. Ils savent pas qu'il s'appelle Jackie Chan aux États-Unis. Moi, j'ai aimé tous les films comme ça, les films d'arts martiaux quand j'étais plus jeune. J'adorais ça, bro. Mais Jackie Chan, au début, il était très boudé par la Chine parce que il était vu comme le prochain Bruce Lee, puis tu sais, comme vraiment faire la promotion des arts martiaux. Puis... Mais le fait qu'il va. Déjà, tu vas aux States, t'es déjà un peu vendu. Okay. Mais le fait qu'il joue le clown, c'est comme de rire des arts martiaux. Ouais, il joue un peu le clown, ouais. Puis là, mais quand il est devenu une méga star, c'est comme, ok, c'est correct, t'as le droit, tu sais. Tu viens de Jet Li? Ouais. Tu sais, qu'est-ce que je viens de lire à propos de lui? Tu sais qu'il faisait partie du film le Matrix? Ouais. Le premier film, c'est lui qui a décidé tous les arts martiaux. C'était lui. Il avait un rôle dans le deuxième. Tu te souviens le gars, Seraphin, le gars... C'est tellement loin, là. C'est le gars qui protégeait la femme noire, qui fait le Oracle. Ouais. Le gars qui l'a protégé. Ça, c'était un rôle, premièrement, c'était écrit pour une femme. Après, ils l'ont changé pour un gars, puis c'était supposé d'être Jet Li.
Mais lui est parti, il voulait rien savoir de la Matrix parce que quand il a su qu'ils vont faire plein de choses 3D avec ces arts martiaux, ça va pas être juste ce qui les apprend. Ils vont mettre beaucoup d'affaires digitaux. Il a dit non, vous avez détruit ma culture parce que ça m'a pris des années à devenir parfait, de perfectionner vraiment ça, mes arts martiaux. Puis avec tout ce que vous allez ajouter sur Post, vous changez ça. Je veux rien faire avec le Matrix. Wow. C'est fucking fou. Ouais, il était vraiment sérieux à propos de ça. Comme c'est bizarre de penser parce que moi, quand je respecte qu'est-ce qu'il fait, mais j'ai jamais pensé qu'il va pas aimer avoir des effets digitaux ajoutés parce que ça enlève le respect de qu'est-ce qu'il faisait. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Sa réaction? Parce que dans le fond, c'est embrasser le futur, mais en même temps, c'est peut-être prostituer ta culture, puis c'est juste l'avenir qui va dire que t'as raison ou pas. Parce qu'il y a eu des bons moves de non, moi je ferai pas ça, mais t'as eu des mauvais moves de comme. Ça, je pense économiquement puis historiquement, je pense pas que c'est un bon move, mais c'est le move dans sa cœur qu'il voulait faire. Puis ça, je comprends. Ça, je peux comprendre parce qu'on va dire, moi puis toi, pour faire le stand-up, il nous appelle pour faire une émission. Puis c'est vraiment... L'île de l'amour? Non, mais c'est vraiment d'aller contre notre idée de stand-up. Voler des jokes, faire les jokes de quelqu'un, je sais pas quoi. Moi, je sais que je peux pas faire ça. Je veux dire, c'est pas pour moi. Mais à la base, il y a je pense, une série sur Netflix qui montre un peu la naissance du hip-hop. Puis il disait que c'était le hip-hop contre le disco. Puis personne voulait sortir un album de rap parce que tu prends des samples de d'autres musiques. Ouais. Mais à un moment donné, il y a un band qui a décidé de se prostituer puis de faire un album avec un band. Fait que là, c'est plus des samples puis du scratching, mais tu sais, tout le monde les traitait de vendu, mais s'il n'y avait pas eu un album de rap, il n'y aurait jamais eu le reste qui a suivi puis la promotion de la culture. Puis, fait que tu sais, des fois, il faut vendre. Le monde qui vendent leur âme sont un peu ultra la culture. Des fois, Mais ça dépend de qu'est-ce qu'on veut dire par vendre. Parce que, comme tu sais, Joe Rogan, quand il a signé le deal avec Spotify, il y avait plein d'humoristes cons qui disaient « Ah, c'était un vendu ». Mais c'était pas un vendu, c'est ça la progression de son art qui est le podcast. Parce que... Est-ce que tu penses que ça nuit à ses codes d'écoute, le fait que ce soit sur Spotify à la place de YouTube? Un peu, parce qu'il y a des gens qui comprennent même pas ça. Ils veulent pas ça. Même si c'est gratuit, ils veulent rien savoir de ça. Mais je sais qu'il y a plein d'abonnés maintenant sur Spotify, puis ils ont déjà récupéré l'argent qu'ils l'ont payé. Puis ils l'ont payé, je pense que c'était 100 quelque chose millions par année. C'est ça que le monde oublie. Ils pensaient que c'était tout le contrat. Mais avec tous les bonus, c'était presque ça pour chaque année pour 5 ans. Oh my God. C'est fou, son argent. Alors, ouais. Combien tu fais, toi? Même pas proche de ça. Même pas proche. Je suis fucking sans abri devant lui. Mais le monde dit, il est vendu. Mais non, parce que lui a gardé l'intégrité. Il a dit, écoute, c'est une licensing deal, c'est une licence de jouer mes podcasts exclusivement sur votre plateforme. Mais c'est moi qui décide c'est qui que je vais amener, c'est moi qui parle de n'importe quoi. Sur le contenu, ils ont aucun mot. Alors, il n'y a rien. Il a vendu un produit que lui a créé. Que c'est ça qu'on fait. Quand je vends des billets à mes shows, c'est ça que je fais. Pour moi, c'est comme ça que je vois les podcasts. Pour moi, c'est un art, le podcast, oui. Mais pour moi, je l'utilise comme un billboard pour faire de la publicité pour mon stand-up. Oh, j'aime Pantala, j'aime qu'est-ce qu'il dit, je l'aime bien, il me fait rire. Je suis allé voir en show. Tu trouves pas ça weird? J'en parle sur scène de ce temps-là où c'est le seul art que tu es obligé de faire un autre art pour vendre ton art. T'as fucking totalement raison, c'est fucking bizarre. Weird as fuck. Tout ça. Tu sais, qu'est-ce que j'avais une perception l'autre fois, j'étais backstage, ça fait une semaine. Puis j'ai demandé à un autre humoriste, j'ai dit, c'est-tu juste moi ou c'est quand tu penses à qu'est-ce qu'on fait, c'est fucking bizarre. On rentre sur une scène toute seule. Notre job, c'est de prendre une émotion que tu as, une émotion qui est des fois difficile à sortir, de le rire, d'être heureux. Mm-hmm. Puis notre job, c'est de faire des bruits avec nos bouches pour que... Ouais, chercher cette émotion-là. C'est fucking bizarre. C'est fucking bizarre. Puis il m'a dit, ouais, t'as fucking raison, j'ai jamais pensé à ça, mais quand tu le penses, quand tu le dissectes comme ça, c'est quelque chose de weird. Mais en fait, plus weird que ça, OK? Le principe d'un punchline, c'est une surprise. Ouais. Okay? Puis ton cerveau, la raison pourquoi il rit, c'est comme si un ordinateur buguait. C'est genre,
tu penses qu'il s'en va là, il s'en va là. Fait que là, ton ordi, il bug, c'est une réaction nerveuse qui te fait rire. Puis le rire, c'est comme l'endorphine, est comme une espèce d'effet secondaire au bug de ton cerveau. Fait que non seulement on va chercher des émotions, on est un virus informatique pour les cerveaux des gens qui vont bugger leur cerveau, leur amener des surprises. Puis ça, c'est fucking intéressant, bro. C'est fucked up, là. C'est juste ça. C'est que faut que tu trouves une manière d'amener les gens quelque part puis de faire ça. C'est juste ça notre job. Oui, parce que les musiciens sont pas ça. Non. Les musiciens sont une sensation euphorique. D'amener dans une onde, d'amener dans puis une tu vibe. restes. Tu restes. Nous autres, c'est de fucker les gens. Fait qu'on est des virus orales. C'est bizarre. C'est bizarre. Tout ça est fucking bizarre. C'est ça, quand tu penses trop à ça, tu commences à vraiment rentrer dans... Tu rentres vraiment dans un trou où tu veux pas rentrer. Mais... Puis après ça, c'est qui ton humoriste préféré? C'est quel genre de virus qui te plaît le plus? C'est genre quel genre de drogue? C'est un gars de pot, de coke, de mushroom? L'humour noir, ouais. C'est des vibes différents, c'est des bugs différents, mais c'est de bugger ton cerveau. C'est juste ça, là. Peut-être, si on le voit comme ça, on peut accepter de plus en... Parce qu'il y a des gens qui acceptent pas mon style d'humour, le style d'humour de Mike, l'humour noir, comme on l'appelle, qui disent non, ça c'est pas bon. Mais à cause que c'est tout subjectif, peut-être c'est ça qu'un certain groupe de personnes ont besoin pour atteindre ce niveau de euphoria, c'est pour rire. Mais je comprends même pas ce débat-là. Je le comprends même pas, ça. Il y a du monde qui aime ça, les films d'horreur. J'aime pas ça, les films d'horreur. Pourquoi c'est fâchant quand c'est quelqu'un en vrai versus une production hollywoodienne qui a coûté des millions de dollars qui montre quelqu'un qui meurt, qui a du sang qui éclabousse, puis que... Pourquoi? Je pense que c'est à cause que on joue nous-mêmes. Mm-hmm. Il y a encore beaucoup de gens... OK, on va oublier les journalistes qui font ça par exprès. Ils veulent une controverse. Oublie ça. Mais il y a quand même des vrais gens qui pensent, à cause qu'ils te voient avec un microphone, ils ne peuvent pas accepter que le contexte, c'est que tu veux faire l'autre personne rire avec tes mots. Ils prennent ça au sérieux, ils disent, mais c'est lui qui dit. Alors, ça veut dire qu'il croit. Oui, ça a l'air stupide, mais honnêtement, de qu'est-ce que je vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, puis c'est difficile à changer. Pour une Karen, dire que s'indigner contre l'industrie du heavy metal, c'est beaucoup trop pas assez concret, c'est trop large. C'est quoi le heavy metal, mais contre une personne... Ah, là, lui, il pense comme ça. Lui, c'est méchant. Mais tandis qu'un film au complet, ou l'industrie du cinéma, ou là, ça devient plus touché, c'est pour ça, peut-être? C'est juste que là, ils vont avoir l'air plus stupides, plus cons, parce que la meilleure exemple que moi j'utilise, c'est moi sur scène, ou Mike ceci, moi, je niaise les pédophiles. Mais premièrement, je niaise les pédophiles. On devait tous être d'accord. J'ai une bonne nouvelle joke de pédophile. mais mais écoute, le monde n'aime pas les pédophiles. Moi, je déteste les pédophiles. Alors, on n'a pas le droit de les niaiser, mais juste parce que tu abordes ce sujet, c'est que tu parles de pédophilie. Oh, tu ne peux pas parler des pédophiles. Mais ils ont un problème avec ça, puis ils vont dire, oh, on doit annuler ce humoriste-là, il ne peut pas faire des shows ici parce qu'il parle de pédophiles. Mais Kevin Bacon joue le rôle d'un pédophile. Son art lui fait penser comme une pédophile. On dit rien. Ça, c'est normal pour nous. D'être un pédophile sur la scène, c'est normal, mais de les niaiser, c'est pas normal. C'est fucking incompréhensible. C'est stupide. Ça n'a pas d'allure. Je pense que c'est le fait que vraiment, c'est ça, c'est... Là, on l'a mis au féminin, mais ça peut être un homme. Là. Quelqu'un qui chiale contre un humoriste, c'est 1 contre 1. Tandis que même tu chiales contre une pièce de théâtre, c'est comme tu te sens tout seul contre une équipe au complet, fait que t'oses pas t'attaquer. Tu sais. Peut-être c'est ça. Honnêtement, peut-être c'est ça, je sais pas, mais pour moi, je trouve ça est logique. Mike a dit ça vraiment bien quand il a fait la petite conférence de presse après le... Elle m'a fait du bien. Moi, c'est surtout le bout de ce qu'il dit. Attends, c'est là-dedans que... C'est là où il dit, t'as pas besoin de me regarder. Si t'aimes pas quelque chose, change la chaîne. Tu peux pas me trouver sur la télé normale. Tu dois me chercher. De venir au show. Alors, viens pas. C'est vraiment ça. T'as le choix. Alors, si tu penses que c'est offensif, l'humour noir, si t'aimes pas les humoristes noirs, je sais pas, c'est où tes problèmes, va pas là-bas. Aussi simple que ça, là. C'est vraiment simple. Tu cherches vraiment à être offensé. C'est ça qui m'énerve. Il n'y a pas de raison qu'on soit des ennemis. Tu veux qu'on aille des problèmes ensemble. C'est vraiment ça. Toi, as-tu eu des situations comme ça? Il y a des gens qui sont offensés? J'ai déjà fait un numéro sur l'avortement à la soirée de Martin Mallette à Oma Ferré. OK. Puis il y a une madame qui est venue me voir après, puis ça avait bien rentré quand même. C'était une V1, mais ça avait bien rentré, mais c'était maladroit parce que c'était une V1.
Puis la madame est venue me voir, elle fait comme, hey, je suis recherchiste pour l'émission d'Arcan. Je fais, oh mon Dieu, elle veut m'offrir une gig. Puis elle me dit, je voulais juste te dire, t'es barré du show business. Je suis comme, je suis barré du show business. J'ai mon propre club, je me book quand je veux, bonne chance, là. Puis elle a commencé à m'engueuler, puis à déranger le reste du show, puis on été obligé de la sortir. T'es barré du show business. Du show business. Ça, c'est quand même, ça, c'est une fucking Karen. Mais tu sais, en même temps, juste vendredi, j'étais à Québec, je fais des jokes de pédophiles, justement, et il y a un gars qui se lève, monte sur la scène. Oh. Moi, j'ai la chienne qui me pète la gueule, puis il me serre la main, il fait comme, hey, c'est trop pour moi, je suis désolé, mais je t'ai trouvé vraiment drôle. Et il a quitté. Mais avant, il est venu s'excuser sur scène de quitter. Puis par contre, j'ai jasé avec sa blonde après, puis elle m'a dit, je me suis fait abuser quand j'étais jeune. Elle, fait que c'est vraiment venu le chercher. Elle disait, moi, ça me fait du bien que tu sois quand même de. Tu sais, c'est pas juste genre pédophile, joke. Il y a un angle, quelque chose d'intéressant, quelque chose de le fun. Puis elle dit, moi, ça me fait du bien que tu sois quand même d'aller chercher un angle le fun, puis d'en rire. Puis tu sais, puis c'est lui qui était pas capable parce que. Puis c'est ça que je trouve weird, c'est que la personne qui était abusée me dit merci, puis l'autre personne était comme c'était too much pour elle. Puis ça arrive beaucoup. Ça arrive plein de temps, les gens qui se plaignent sont pas les gens qui sont directement liés au joke. Ça arrive tout le temps. Il y a deux raisons. Un, comme le gars il était vraiment empathique, alors c'est bizarre pour lui à cause de sa blonde. Ça, c'est cool. C'est juste sa manière de faire, c'est stupide. Tu déranges pas tout le show, tu peux t'en aller, mais c'est cool quand même qu'il t'a expliqué, mais c'est bizarre, tu fais pas ça au show. C'est bizarre qu'il ait monté sa scène. Ouais, ça, c'est un peu agressif pour rien, mais il y a plein de gens que c'est des choses qu'ils ne le regardent même pas. Comme tu commences une joke sur les Pakistanais, puis t'as une femme de l'Angleterre. Non, on peut pas faire des jokes sur les Pakistanais. Ferme ta gueule, madame. Les Pakistanais rient. Alors, laisse-nous faire nos jokes. Ça, j'aime. Ça, man, ça me dérange quand je vois ça. T'es offensé à propos de quelqu'un d'autre. Ferme ta gueule. C'est pas honorable. Tu penses que c'est honorable, qu'est-ce que tu fais, mais c'est pas honorable parce que, premièrement, c'est juste des jokes. On est ici pour rire. C'est pas vraiment de l'agression, premièrement. Et deuxièmement, tu t'aides pas. C'est comme si tu dis que la personne a pas assez de sens pour parler pour lui-même ou être offensé. Tu dois leur expliquer que maintenant, tu dois être offensé. Je déteste ça. Puis la meilleure manière qu'un humoriste arrête de faire des jokes sur ce sujet, c'est juste de pas rire. Parce que, tu sais, l'humoriste, là, c'est pas des messies, c'est des putes à rire. On est juste ça, là. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien dire que l'art est un miroir de la société. Puis là, si tu brises le miroir, la société change pas, elle reste aussi méchante. Si la société rit plus ou si je reflète plus ce que la société pense, ben ils vont pas rire. Ils rient pas. Puis tu sais, fait que tu sais, je pense que c'est ça. Être offensé par quelque chose, ça donne rien. À juste ne pas rire à la blague fait déjà beaucoup plus que. Mais c'est pour ça, ouais, on va pas faire 1 heure de blagues qui n'ont pas de rire. Tu sais, t'as besoin. C'est pas 3 minutes de joke. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis planté l'autre fois au bordel au début parce que je commençais trop hard, mais c'était dimanche à fucking 17h, je comprends. Alors, ça m'a pris 3-4 minutes pour les reprendre. Parce que, au début, c'était trop hard, trop noir. Puis, t'es comme, oh, what the fuck? Puis, alors là, t'apprends. T'es comme que si je viens à fucking 5h, je vais plus faire des jokes comme ça au début. Tu sais, tu dois les amener un peu. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on apprend comme humoriste. Oui. T'as besoin de faire ces tests-là. Mais je vais pas continuer pour fucking 12 minutes à faire des choses qu'ils trouvent pas drôles. Mon job, c'est que toi, tu ris. Puis, alors, on va toujours changer, évoluer un peu. Et pire que ça, c'est que les humoristes, on est des enfants. Fait que si tu nous dis, va pas là, on va y aller. Ah ouais. Fait que, tu sais, mettons, on va prendre, mettons, justement, le sujet Netflix avec ce qui s'est passé avec Dave Chappelle. Ouais. Okay. La transphobie puis tout ça. Moi, si on m'a pas dit que c'était un sujet touché, j'aurais écrit des jokes là-dessus, puis là, j'en ai écrit, puis... Moi aussi, j'avais une joke la soirée après ça où c'est arrivé, j'étais avec Mike, puis j'avais une joke sur ça. J'étais comme, OK, je vais parler des trans maintenant, si on m'a dit qu'on peut pas parler d'eux. Non seulement, nous autres, on est des enfants, mais aussi le public. Tu sais, comme quand je dis que un punch, c'est ton cerveau qui bug, là, c'est que, vu qu'eux ont décidé de mettre une tension sur ce sujet-là, fait que j'aborde le sujet, il y a une tension, j'en relâche, il y a un rire. Ouais. Ben c'est d'abord parce que le monde a dit qu'il y avait une tension sur ce sujet-là que là, c'est facile pour moi de faire des jokes là-dessus. Fait que être offensé par un sujet donne le goût d'aller dans ce sujet-là parce que ça va provoquer des rires. Tout le temps. Mais je te dis, les gens qui se plaignent sont pas des gens logiques. Puis de rentrer dans le milieu humoristique, puis de changer nos mots, à essayer de mettre une perception que nos mots sont directement reliés à nos valeurs. Moi, je niaise tout le monde.
Je niaise les Grecs. J'adore les Grecs, je suis grec. Mais je les niaise parce qu'il y a beaucoup de choses drôles que je peux dire à propos des Grecs. Mais en même temps, je pense qu'il faut qu'il y ait un débat sur des affaires. Tu sais, une chance qu'il n'y en a plus des jokes de mon cousin noir courait avec le DVD. Puis comme. Mais les jokes hack, trop facile, ouais. Trop facile. Puis même, tu sais, est-ce que je pense. Peut-être qu'un jour, tu sais, il y a des jokes racistes qui se font plus. Peut-être qu'un jour, il y a des jokes de grosses qui se font plus. Puis c'est peut-être une bonne chose. Tu sais, je pense qu'il doit y avoir un débat sur qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Mais le débat, ça se fait live sur la scène. Parce que si moi, toutes mes jokes sont sur les grosses et personne rit, le débat est fini. Enfin, quoi que je dois trouver d'autres jokes. C'est ça, on peut pas continuer. Ça se fait automatiquement. On n'a pas besoin de Karen. Si c'est pas drôle, c'est pas... Mais si Karen elle rentre là-dedans puis le monde riait, écoute, tu vas perdre parce que moi, je vais pas arrêter. Parce que le monde trouve ça drôle, moi, je trouve ça drôle, ils n'ont pas de problème. Alors, je m'en fous d'une personne. Tu vois? Je vais aller où le monde veut que j'en aille avec mes jokes. C'est ça qu'ils oublient. Ils pensent que c'est à eux de décider quel sujet nous, on peut aborder. C'est au public. C'est eux qui vont décider. Moi, je décide où je veux commencer. Si eux, ils sont d'accord avec ça, ben, je vais continuer, ça va évoluer, mon heure va devenir élargie avec ça, puis ça va être plus comme distinct pour certaines jokes, certains sujets, parce qu'ils sont d'accord avec ça, on peut aborder ça, mais tu vas jamais me changer mes idées à cause que toi, t'aimes pas ça. Je m'en fous. non, ça va être la majorité qui va gagner, qui est le public. Tout le temps. Puis le public va toujours gagner parce que nous, on fait ça pour quelqu'un. Le stand-up ne marche pas tout seul. T'as besoin du public. Ouais, c'est la base dans une tourne de musique. S'il n'y a pas de rire, il n'y a pas de musique. Là. There you go. Yo, c'est où que tu veux que le monde te suit? Dude, là, il y a plein d'affaires. J'annonce des dates, je pense, la semaine prochaine pour ma nouvelle tournée. OK. Site web? Site web, charlesdeschamps.com. On commence une nouvelle soirée au bordel qui s'appelle le Gang Show. Qui est, J'ai vu la PBR. Ouais, c'est un open mic où on gagne les humoristes qui sont mauvais. Ça va être tous les samedis à 11h30. Les billets à date sont sur ma page. On va les mettre sur le site du bordel. Puis sinon, sur Instagram puis YouTube. Déjà, tous tes liens sont dans la description parce que c'est plus facile comme ça et juste clique dessus. Le Gang Show, je vais essayer de venir juste pour faire des blagues poches pour que tu me sonnes. OK, fucking nice, Charles. Merci d'être fucking venu. C'est vraiment le fun. Je suis content d'être beaucoup de fun. On va refaire ça. C'est sûr, je vais commencer quelque chose bientôt. Je vais commencer à inviter des gens qui ont déjà venu, mais 2 à la fois. Okay. Alors, par exemple, je vais faire une show, moi, toi, Mike. Tu sais, de faire une petite mix pour avoir une chimie différente. Puis, ouais, je pense que ça va être drôle comme ça. Très down. Ça va marcher. T'es down? Ben oui. Charles Deschamps, merci d'être venu. C'était un plaisir, man. Prison cell, 'cause we can't trust ourselves.